Bien, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Claude Coste-Charer. Et alors, quelqu'un me disait, quand on a préparé, il paraît maintenant qu'on dit modérateur. Donc, je vais essayer de modérer, si tant est que ce soit nécessaire de le faire. Si vous voulez bien, juste avant que nous commencions, je voudrais vous donner une petite indication. Vous avez vu, vous avez des QR codes qui sont ici. Alors, en fait, si vous prenez votre téléphone, que vous scannez le QR code, ça vous amène tout de suite sur un outil qui s'appelle Slido. Et en fait, ça va vous permettre de faire des commentaires, de poser des questions. Ces questions, moi, je les reçois sur mon appareil, mon téléphone à moi, et ça me permet de les distiller, si j'ose dire, tout au long de nos échanges. Et donc, si tout fonctionne bien, ça donne un peu plus de fluidité à nos échanges. Voilà. Peut-être la deuxième chose que j'avais envie de vous dire avant de vous présenter nos intervenants. L'idée, c'est qu'on fasse un petit peu ensemble, finalement, ce que j'appellerais de l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'à travers l'expertise, bien sûr, des intervenants, mais aussi vos expériences et de là où vous parlez, c'est essayer de mieux comprendre sur ce qui se joue aujourd'hui à travers cette notion de transition industrielle, de s'intéresser sur ce que ça génère comme risque nouveau, tant d'ailleurs sur le plan technologique qu'à d'autres niveaux. Il peut y avoir des risques, enfin, ce que vous connaissez, des risques environnementaux, mais quand on a préparé, j'étais assez intéressé aussi, il peut y avoir des risques économiques. Puisque finalement, quand on lance un truc, effectivement, à un moment donné, il faut s'assurer de la viabilité du modèle économique. Donc voilà, globalement, c'est notre thème. Je vous propose de l'organiser en deux temps, c'est-à-dire un premier temps, je vais demander aux intervenants de m'aider, puisque moi je suis un peu le néophyte de l'histoire, m'aider à bien comprendre ce qu'est cette notion de transition industrielle. Contextuellement, on est dans un contexte par exemple de réindustrialisation. Ça veut dire effectivement qu'on voit venir peut-être des entreprises avec des activités qui étaient externalisées avant, donc qui peut-être vont générer des risques. Donc on essaiera de comprendre ce qu'est cette transition industrielle. Et puis on essaiera aussi de s'accorder sur quels sont les risques nouveau que cela génère. Voilà, dans un premier temps. Donc ça sera intéressant d'avoir aussi votre sentiment. Et en un deuxième temps, c'est finalement ces risques, comment on les aborde, comment on les documente, comment on les connaît mieux, et comment cette question du risque est intégrée aussi à l'ensemble finalement des activités et des process qui sont mis en place, que ce soit des process de concertation, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, comment l'industriel aussi, lui, va progresser dans ce domaine-là pour sortir de ce qui a pu être historiquement des formes d'opacité et pour qu'effectivement ce qui se joue avec ce que j'appelle l'ensemble des parties prenantes se joue dans une sorte de transparence, la plus grande transparence possible et qui permette effectivement d'avancer. Voilà, en gros, c'est un peu notre cahier des charges. On a 2 heures pour le traiter et vous aurez, à chaque fois que vous le souhaiterez, vous aurez la parole. Voilà, donc je vais peut-être qu'on nous mette la slide suivante pour vous présenter. Alors, Camille Brou, merci d'être avec nous. Est-ce que l'intitulé est bon, là, cette fois? C'est bon. Donc, vous êtes directrice, vous êtes à la direction de la transition écologique et de l'innovation territoriale à COS Sénaglo. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'effectivement, on va partager un petit peu l'expérience du projet de développement que vous avez mis en place. Patrick Maboulès, ça vous convient? Vous êtes représentant de Sebenso à Pyrénées-Atlantiques. C'est une ONG, une sorte d'ONG, hein, on peut dire ça comme ça? Ok, voilà, et vous nous direz de la place justement d'une ONG, comment on regarde cette question du risque. Laurent Olivet, vous êtes directeur adjoint bureau d'enquête et d'analyse sur les risques industriels, inspection générale de l'environnement et du développement durable. Et ce qui va être intéressant avec vous, monsieur Olivet, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé tout de suite après Lubrizol. Okay, et la capacité qu'on a finalement à tirer des leçons des enseignements, ce qui n'était pas toujours le cas, d'expériences malheureuses qui ont été vécues. Ensuite, monsieur Régis Passerieux, monsieur, ah ben ça va, vous avez toujours le titre de préfet? Non, depuis lundi. Depuis lundi, d'accord. Mais je pensais qu'on gardait ce titre, j'allais dire à vie. Non, pas du tout.
Il n'y a plus de campagne électorale, voilà, ben voilà, une première information importante. Par contre, maintenant, vous êtes commissaire à la transition industrielle, écologique et énergétique de la zone de Fausbert auprès du préfet de région. Et on s'appuiera sur une innovation que vous avez mis en place, enfin, qui est en train, je crois, de se mettre en place, qui est ce que l'on appelle le lab territorial. Et c'est intéressant, la notion de laboratoire, d'ailleurs, qui est importante. Et puis, on aura Monsieur Jean-Marie Robert. Donc, Jean-Marie, vous êtes secrétaire national, alors je pense que c'est sans E, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie, confédération à la CFDT. Mais effectivement, vous avez dans ce domaine-là un passé, une histoire assez intéressante. Donc voilà. Alors, je vous propose peut-être de démarrer tout de suite. Peut-être une consigne pour vous, mesdames et messieurs, de bien mettre le micro très très proche, parce qu'en fait, il y a des quantités de gens qui ne sont pas avec nous et qui nous regardent. Et donc, c'est important qu'ils puissent entendre ce que vous avez à dire de manière très qualitative. Alors, monsieur Passerieux, je vais commencer par vous, parce que quand même, en me rappelant que vous êtes toujours représentant de l'État, et ça m'intéresserait de savoir, comme en plus c'est un peu dans votre titre, ça m'intéresserait de savoir ce que vous mettez, vous, aujourd'hui, ici et maintenant, dans cette notion de transition industrielle. Très concrètement, on traverse et on vit un bouleversement complet des process industriels en raison de la décarbonation de l'activité industrielle. Alors, dans la zone Fausbert, comme ici, on est concerné, puisque à peu près un peu moins de 25% des émissions de CO2 nationales industrielles sont issues de cette zone. Et donc, on sait que les entreprises vont devoir complètement réviser leur processus industriel. Et ça a une conséquence qualitative importante. Il ne s'agit pas simplement d'intégrer des nouvelles technologies. Il s'agit véritablement de bouleverser le mode de production. Et ça a une conséquence très importante qui est le fait qu'on va avoir des industries qui vont être moins en silo qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, nous, on le vit ainsi. On voyait bien que sur le territoire, jusqu'à présent, on avait des entreprises qui vivaient chacune derrière leur grillage avec leur rapport au siège et de manière hyper spécialisée. Avec cette transition vers la décarbonation, l'économie circulaire prend une dimension extrêmement plus marquée. C'est pour ça que nous avons intégré, comme beaucoup d'autres grandes zones, dans un processus de zone industrielle bas carbone, le processus ZIBAC, qui est porté par une association, Picto, qui est une plateforme d'entreprise, et qu'une bonne partie du travail de conduite de cette entreprise industrielle, un travail de mise en cohérence de tous les rapports interactifs entre les risques, les inputs et les outputs de besoins, vapeur, captation de CO2, recyclage du CO2 organique, enfin, toute une série de nouveaux process qui appellent à des interactions qui n'existaient beaucoup moins dans le passé, ce qui est traduit par une certain nombre d'études que les entreprises mènent avec l'aide de l'État, des aides ZIBAC, donc les aides de France 2030, pour essayer d'imaginer comment elles vont aborder ensemble un certain nombre de thématiques tout à fait nouvelles qui sont centrées, alors là aussi c'est la deuxième dimension, autour de modèles qui ne sont pas du tout stabilisés. Qu'on ne maîtrise pas encore totalement ? Qu'on ne maîtrise pas ni technologiquement pour certains, où on commence à les maîtriser. Je prends l'exemple du DRI pour la production d'acier avec de l'hydrogène vers la place du charbon. Les Suédois le maîtrisent. On est en train de l'implanter sur le secteur de Fos. Mais aussi qu'on ne maîtrise pas comme l'hydrogène économiquement en termes de modèles. Voilà, donc on a, au moment où on a une mutation complète, cette transition industrielle, c'est vraiment une porte qui s'ouvre. Et le sentiment qu'on a sur le terrain avec les industriels, c'est qu'au fond, les cartes vont se redistribuer avec des règles du jeu qui ne sont pas encore bien fixées, des équilibres financiers et économiques qui ne sont pas établis, des interactions qui sont encore un peu floues, et des équilibres économiques qui ne sont pas stabilisés. Et donc ça veut dire que le problème va être non seulement de pouvoir adresser chacune des thématiques de cette transition industrielle, je dirais de manière analytique, mais surtout d'avoir une approche globale
holistique, de mise en cohérence qui va être très difficile. Est-ce que ça veut dire, juste une dernière question, et puis après je reviendrai à M. Robert après, est-ce que ça veut dire effectivement que finalement cette logique d'approche un peu combinée des différents acteurs crée des risques nouveaux? C'est-à-dire que par rapport au système de silos où finalement chacun traitait sa problématique dans son coin, le fait que plusieurs acteurs travaillent ensemble, est-ce que ça fait émerger une notion de nouvelle forme de risque? Alors, je ne pense pas que c'est l'interaction la plus importante sur cet aspect de risque. Mais oui, ça peut arriver aussi. Par exemple, nous avons aujourd'hui un projet de terminal d'importation d'ammoniac vert qui viendrait d'Arabie Saoudite dans le cadre du projet NEOM. Ou aussi un autre projet porté par LNJ, un deuxième projet pour faire de l'hydrogène vert à partir de l'ammoniac, et donc d'avoir des systèmes qui sont à côté, bien, pour l'occurrence, de terminaux méthaniers. Bon, évidemment, voilà des choses. Est-ce que tout voilà ça des vous choses, parle? voilà des Oui. choses Bon. tout d'un coup qui posent des problèmes de difficulté d'analyse de risque et qui bouleversent les PPRT qui viennent juste d'être révisés. D'accord. OK. Alors, sur cette notion de nouvelle forme de risque, finalement, on a la question de technologies que l'on connaissait, qui se sont mises en œuvre, mais peut-être pour lesquelles, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, on se pose la question du suivi dans le temps. Mais on a aussi, c'est ce que vous vouliez évoquer, Monsieur Robert, cette notion, alors elle m'intéresse bien, cette notion de rupture. Parce que vous l'avez un peu évoqué finalement dans vos propos en disant on va passer d'un certain nombre de process qu'on connaissait à des choses qu'on ne maîtrise pas totalement. Et en même temps, dans certaines circonstances, on est vraiment dans une logique de rupture. Alors, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de rupture et qu'est-ce que ça questionne par rapport justement à la connaissance et à la compréhension du risque ? Avant de vous répondre, je vais peut-être me permettre d'expliquer d'où je parle en fait. Dans mon parcours de vie, notamment celui de vie professionnelle, j'ai commencé comme intérimaire dans le nettoyage industriel lourd dans la sidérurgie. Après, j'ai travaillé comme intérimaire dans le nucléaire, puis j'ai été sous-traitant de rang 2 dans le nucléaire, donneur d'ordre dans le nucléaire, puis après, je suis passé donc de nouveau sous-traitant de rang 1 dans le nucléaire. Après, je suis arrivé à la Fédération Métallurgie et depuis peu, c'est vrai, depuis peu, je suis passé à la CFDT Cadre, donc qui est une partie de la CFDT qui s'occupe de toutes les problématiques liées aux cadres et aux ingénieurs particulièrement. Donc oui, cette rupture, je peux l'interpréter, enfin lui donner, on va dire, un sens à plusieurs niveaux. Le premier, donc, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire sur mon expérience professionnelle, à savoir le nucléaire. Le nucléaire dans lequel j'ai été électronicien en mesure nucléaire pendant des années sur un site qui produisait de la matière pour l'armée. Et un jour, on s'est arrêté. Et effectivement, produire, assainir, démanteler, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes problématiques et on n'a pas du tout la même relation à l'installation sur laquelle on intervient. Et il y a une vraie remise en question, on va dire, des personnes qui doivent s'opérer dans ce contexte-là. Moi, le premier, quand j'ai dû jeter tous les tiroirs que j'avais maintenus pendant des années avec beaucoup d'amour et d'attention, c'est quelque chose d'assez particulier. Démonter des installations dans lesquelles on s'est assuré que pendant des années, tout se passait bien, c'est aussi quelque chose de particulier. Mais le fait de démonter, le fait d'ouvrir des circuits, c'est pas tout à fait la même chose que les faire tourner en mode d'exploitation, quoi. Voilà. Et j'ai par ailleurs constaté en fait cette même situation parce que dans mes activités précédentes sur la métallurgie, pendant une huitaine d'années, j'ai suivi notamment la transition écologique dans le secteur automobile. J'ai notamment participé à plusieurs enquêtes publiques pour les mises en place des gigafactories dans le nord de la France et tout dernièrement sur celle qui consiste à celle portée par Orano pour la transformation et le recyclage des déchets des gigafactories. Comment vous expliquer ? Quand on est salarié de la Française de mécanique, pendant des années on a monté des moteurs, on a un risque qui est maîtrisé entre guillemets au sens qu'on est dans une activité qu'on mène depuis longtemps, il y a des équipes qui se renouvellent, etc., etc. On arrête ça et on fait une gigafactory et on passe en fait du monde de la clé à celui des salles blanches avec des risques mécaniques
qui se transforment pour le coup pour les salariés en des risques en lien avec les produits chimiques, des conditions de travail qui sont complètement différentes, quoi. Et du coup, la rupture, effectivement, on passe du monde de la mécanique au monde du process et de l'électrochimie en ligne, ce qui est complètement différent, quoi. D'accord. Ce qui pose derrière la question, j'imagine, de la compétence des personnes qui sont concernées. Compétences, tout au moins dans ce cas-là, parce qu'on a des enjeux au niveau emploi sur les territoires qui sont considérés à prendre en charge. Oui, du coup, c'est l'histoire des compétences et aussi l'histoire de la formation professionnelle et notamment l'accompagnement à la transformation. D'accord. Et derrière tout ça, finalement, enfin, on l'avait un petit peu évoqué ensemble en préparation, peut-être y revenir à 30 secondes, c'est intéressant. La culture du démon, on a plutôt l'habitude, la culture de la construction, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, et la culture du démantèlement, du passage à autre chose, peut-être d'une forme de transition d'ailleurs de l'activité de l'entreprise en tant que telle, pose effectivement là aussi la question de risque qu'on ne maîtrise pas toujours. Enfin, c'est pas qu'on maîtrise pas toujours le risque, c'est que c'est un risque différent qu'il faut appréhender de façon différente. C'est surtout ça, me semble-t-il. Et j'évoquais la situation tout à l'heure. On se retrouve aujourd'hui avec des usines 4.0 où le risque il est un peu tapis, il est moins évident, les installations sont plus propres, c'est moins agressif, mais pour autant les risques sont là aussi. Mais pour revenir à votre question sur cette transition-là, en fait, il faut bien comprendre, par exemple, si on prend le nucléaire, entre exploiter une centrale, la maintenir et en construire une nouvelle et en démanteler une autre, on est sur 4 problématiques complètement différentes en matière de risque. Même s'il y a des troncs communs, effectivement, on a quand même une adaptation permanente à faire et à contextualiser la pratique des salariés dans leur environnement de travail qui est complètement assujetti, on va dire, à l'activité, quoi. Donc, les salariés du nucléaire, par exemple, peuvent être moins adaptés, par exemple, pour la construction neuve que sur le démantèlement, par exemple, ou l'exploitation, quoi. Voilà. Mais ces risques-là, parce que c'est un peu mon souci, on les maîtrise bien, ces risques, il n'y a pas de souci. On en a une connaissance suffisamment approfondie. Alors, moi, ce dont je peux témoigner, si vous voulez, c'est que dans un système qui est stable, les risques sont maîtrisés parce qu'on fait de l'analyse récurrente et on documente quasiment tous les incidents ou pré-accidents, etc., d'une manière générale. Pour autant, après, quand on change et on se transforme, bah là, c'est un exercice plus complexe qui nécessite une étude préalable beaucoup plus conséquente et de l'approfondissement. Donc, les installations sur lesquelles j'ai pu travailler, on avait des dossiers de sûreté à instruire à chaque fois qu'on bougeait une virgule, par exemple, sur l'installation. Et sur tous les projets de démantèlement qu'on a pu faire, par exemple, on est allé fouiller de façon approfondie, y compris l'impact risque. Voilà. Peut-être troisième élément qui nous permettra après d'ouvrir un petit peu les échanges chez vous, monsieur Olivier, à travers ce que vient d'évoquer monsieur Robert, on peut se dire effectivement que dans ces évolutions, dans ce qu'a évoqué monsieur Passerieux, on va être confronté à des situations qu'on ne connaît pas parfaitement, qu'on ne maîtrise pas totalement, mais aussi on a maintenant capacité à tirer profit, à tirer de l'expérience, si j'ose dire, de situations qu'on a connues par le passé. Et je voudrais que vous recontextualisez très, très rapidement la structure dans laquelle vous êtes et ce qu'elle fait et ce que cela peut nous apprendre effectivement sur la gestion des risques. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, quelques mots peut-être sur le bureau enquête accident sur les risques industriels. C'est le dernier BEI qui a été créé en France à la suite de l'accident. Qu'est-ce que ça veut dire, Le bureau d'enquête et d'analyse sur les risques industriels. C'est le dernier bureau qui a été créé à la suite de l'incendie qui a concerné les entreprises Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen. La création de ce bureau fait partie du paquet de mesures que le gouvernement a proposé et mis en place pour tirer le retour d'expérience de cet accident et donc créer une entité. La mission de cette entité, c'est de mener des enquêtes purement techniques sur les accidents industriels dans le but, lorsque c'est possible, d'identifier les causes et les circonstances et les facteurs contributifs à l'accident, et puis d'émettre des recommandations pour éviter que ces accidents se reproduisent. Donc c'est là où je confirme qu'en tout cas, nous souhaitons apporter notre humble contribution à l'intérêt de ces retours d'expérience en tirant
du positif de ces événements malheureux qui peuvent se produire. Alors, comment nous intervenons? Nous intervenons de manière quasi systématique sur les accidents de sites Céveso qui ont une gravité notable ou importante, hein, que ce soit en matière d'environnement ou de conséquences humaines. Et nous intervenons au cas par cas, et de manière sur notre propre initiative, sur des accidents qui, je vais le dire de manière assez simple, qui suscitent notre curiosité, qui viennent titiller un petit peu notre curiosité. Et c'est là que la transition avec le sujet d'aujourd'hui est... Qu'est-ce qui suscite votre curiosité? Voilà. Il y a des éléments qui suscitent la curiosité. Alors, en ce qui concerne les accidents, des accidents qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il se trouve que le bureau est composé d'anciens inspecteurs des installations classées. Nous avons chacun dans nos fonctions connu des accidents industriels sur les sites que nous avions dans nos portefeuilles. Et donc, on a une certaine habitude de certains accidents industriels. En revanche, il y en a certains qui sortent un petit peu du lot, qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui nous semblent avoir du potentiel en matière de retour d'expérience et d'enseignement qui peuvent nous produire. Et donc, dans le domaine... Un exemple, par exemple, une explosion d'un bac d'essence qui est censé être vide. L'explosion d'un silo qui est censé avoir été vidé. L'incendie d'un entrepôt qui est rempli de batteries au lithium. Voilà, des situations qui ne se présentaient pas auparavant et face auxquelles tout le monde n'a pas une grande expérience de la gestion de ce type d'événement. Et donc, c'est là que la transition, que l'on voit arriver le sujet de la transition industrielle. Les deux prédécesseurs ont parfaitement évoqué. Cette transition industrielle emporte des nouveautés dans les pratiques, des nouveautés dans les tâches qui sont demandées aux opérateurs. Des opérateurs qui étaient affectés à de l'exploitation seront peut-être affectés à du démantèlement d'installations. On voit apparaître de nouveaux équipements sur les sites industriels et ces équipements ou ces opérations, eh bien, elles peuvent être à l'origine ou elles peuvent être au départ de séquences accidentelles. Et c'est à ce stade, à ce titre-là, que l'on voit apparaître dans les enquêtes que nous avons menées des situations que l'on fait rentrer ou que l'on met dans le cadre de cette transition industrielle. Je vais en évoquer quelques exemples. On a par exemple ouvert 2 affaires sur des incendies, sur des accidents qui se sont produits, pas des incendies, mais des accidents qui se sont produits, par exemple sur des grosses unités de biomasse. Alors, brûler du bois pour se chauffer, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. Brûler dans la plaquette de bois pour alimenter des gros réseaux de chaleur sont quand même des équipements qui sont assez lourds, que l'on voit apparaître au cours de ces dernières années, justement pour varier le mix énergétique et puis pour avoir des sources d'énergie renouvelables. Donc on est vraiment dans la transition. On a ouvert 4 enquêtes sur des conteneurs à batterie lithium, donc des conteneurs qui servent au stockage de l'énergie et qui viennent en appui du réseau public et qui servent à stocker de l'énergie, que l'on associe par exemple à des parcs de photovoltaïque. Et on retrouve beaucoup ces équipements dans les zones non interconnectées, donc dans les îles, ou en Corse, ou dans les dom-toms. Et on a ouvert 2 autres enquêtes sur des entrepôts qui stockaient des batteries au lithium usagées. Là aussi, c'est la conséquence. On utilise, par les décisions d'électrification des usages et notamment du transport, on consomme de la batterie lithium. Cette batterie, une fois qu'elle n'est plus efficace, qu'elle ne fonctionne plus sur les véhicules, il faut bien en faire quelque chose. Et donc, il y a toute une filière qui se met en place, qui doit se développer sur la réutilisation des batteries. Et donc, ces entrepôts servaient à cette filière. Et donc, on voit apparaître, en tout cas dans les accidents que l'on instruit, et dans les enquêtes qu'on instruit, on voit un effet de cette transition industrielle qui est à l'œuvre. Ça rejoint un peu ce que disait M. Passerieux, c'est-à-dire que finalement, avec soit ces nouveaux matériaux, soit ces nouveaux process, on découvre des situations, c'est ça M. Passerieux? Oui, on découvre des situations qu'on connaissait mal. Non seulement on découvre, mais on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, qui sont des questions très concrètes, sur les biocarburants. Quels sont les impacts Approchez bien le micro si vous voulez bien. Quels sont les impacts, sont les risques continus? Est-ce que les fours électriques
qui ne vont plus des roues qui tournent et des cheminées qui fument comme les films d'Eisenstein et qui inquiètent les populations, ne vont pas diffuser des petites particules de fer qu'on ne connaît pas. On n'est pas du tout au courant. La biomasse, on l'a dit, bon, c'est bien, mais on voit bien que quand on voit que 40% des particules, c'est les bois des particuliers aujourd'hui qui les émettent, semble-t-il. On peut imaginer que ça va être industriel, ça va être pas plus facile, pas tout l'éthanol, qu'est-ce qui va se passer sur les émissions. Bon, tout ça, aujourd'hui, moi je suis à l'écoute, on n'a pas beaucoup d'informations. D'accord. Donc on est vraiment... Et je dois dire en plus que dans tous les dossiers d'instruction des nouveaux projets industriels, se pose la question des normes qui ne sont pas articulées pour pouvoir déposer son dossier. Mais je ne ressens pas une espèce de démarche qui amène au moment où ces projets sont instruits à se poser la question des risques continus futurs ou des risques... Des accidents, oui. Mais des risques continus futurs, là, moi, je dois vous dire qu'on ne les a même pas envisagés on les envisage même pas dans l'instruction des dossiers. D'accord. Il y aura donc une dimension réglementaire importante derrière tout ça, finalement, à faire évoluer, non? Oui, probablement. Ouais. Très probablement, mais avant même qu'il y ait une évolution réglementaire, je dirais dans la conception des usines, on est en train peut-être de manquer une étape. Oui, vous voulez réagir, monsieur? Réagir, en tout cas, sur la nature des risques et sur les accidents que l'on rencontre, nous, en tout cas, à travers de nos enquêtes. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que d'abord, il n'y a pas la vieille industrie carbonée, polluante et dangereuse, et de l'autre côté, la nouvelle industrie qui est verte, propre et sûre. C'est-à-dire que la mutation s'accompagne d'une... Enfin, les risques suivent les évolutions et la nouvelle industrie. Il existe donc des risques liés à ces nouvelles pratiques et bien évidemment, ils seront là pour nous rappeler qu'ils existent. Le deuxième constat qu'on fait sur les accidents, c'est qu'en termes de gravité, c'est-à-dire de conséquences humaines et environnementales, on n'a pas encore, en tout cas dans le maigre retour d'expérience qu'on a, il faut rester toujours humble en la matière, mais on n'est pas tombé sur l'accident qui, par sa gravité, est sorti du lot. C'est-à-dire que les accidents, en termes de gravité, il n'y a pas d'évolution en tout cas. On ne voit pas des accidents beaucoup plus graves. En revanche, ce que nous apporte l'étude de ces accidents, c'est qu'il y a des pistes d'amélioration évidentes, que ce soit en matière d'évaluation d'évaluation de l'accident, en matière de connaissance des mécanismes, des phénomènes dangereux qui peuvent se produire, en matière d'organisation des secours lorsqu'on a affaire à un accident, en matière de dispositifs ce qu'on appelle les dispositifs de mitigation, c'est-à-dire les dispositifs qui vont permettre d'atténuer les effets d'un accident lorsqu'ils se produisent. Là, on voit qu'il y a de la connaissance, du retour d'expérience à tirer des événements. Et là, pour le coup, on espère que le bureau enquête accident apportera sa contribution à ce retour d'expérience pour améliorer globalement la sécurité des sites. Je vous laisse. Parce que d'abord, une petite réaction par rapport à ce qui vient de se dire. Mais je pense que ce qu'a évoqué M. Passerieux au départ, tout à l'heure, sur la logique de silo, vous intéresse particulièrement, puisque c'est un point qu'on avait évoqué ensemble. Oui, enfin, je suis un peu dubitatif sur cette discussion, parce que pour moi, il n'y a pas de risque nouveau ou ancien. Il y a des risques, et ce sont les mêmes. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe après le grillage de l'entreprise. Hein? Donc, les gens qui se trouvent dans les campagnes, eh bien, ils subissent quoi? Ils subissent des explosions, ils subissent des incendies, ils subissent des rejets massifs de produits, pour la plupart CMR. Donc, pour nous, il n'y a pas de risque ancien ou de risque nouveau. Les risques, ce sont les mêmes. Quand vous dites pour nous, c'est-à-dire vous pour notre association, pour les associations et donc qui représentent les gens qui sont en dehors des grilles, c'est ça que vous dites? Moi, je vous parle aujourd'hui en tant que CEPANSO 64. Pour notre association, les risques pour les populations sont les mêmes. Alors bon, le financement de ces risques, l'organisation de ces risques, ce qu'elle est,
mais pour nous, les risques sont identiques. Et aujourd'hui, pour nous, pour la bonne prise en compte des risques, pour nous, on a vu un certain nombre de freins. Et pour nous, ces freins doivent être supprimés. Alors, un des freins, par exemple, par rapport au risque, et pour nous, un risque majeur, c'est l'accélération de l'analyse des entreprises. Et les décisions rapides, et quand il s'agit d'implantation de nouveaux industriels sur un site, aujourd'hui, on a des autorisations qui arrivent quasiment dans la journée. On se pose des questions pour cela. Alors, effectivement, cette rapidité pour l'implantation de nouveaux industriels ou de nouvelles techniques, on ne la retrouve pas, par contre, quand il y a l'application des TMD. Les MTD, pardon. Les MTD, les meilleures techniques disponibles. Là, par contre, effectivement, on laisse aux industriels du temps. Nous, par exemple, moi, je viens d'un bassin, qui est le bassin de Lac, qui est assez connu aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre de scandales qui se sont déroulés sur ce bassin, puisqu'il y en a certains qui sont au tribunal. Mais aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on donne à des industriels 5 ans pour arriver à ne plus émettre un certain nombre de produits. Donc ça, effectivement, c'est un risque. Quand ce sont des produits CMR qui sont mis à l'extérieur, quand on accorde à une entreprise 5 ans pour se mettre aux normes, même pas plus que les normes, simplement les normes qui sont données par l'administration. Donc ça, bon, ensuite, il y a quand même un déficit de communication et d'information par rapport aux populations qui est majeur. Ensuite, dans les freins, on a les pressions économiques qui sont souvent en opposition avec la sécurité environnementale. Alors, pression économique et pression de l'emploi, parce qu'effectivement, pour beaucoup d'élus, le leitmotiv, c'est l'emploi plus que la sécurité, et des salariés et des riverains. Et ensuite, vous êtes là vraiment dans des logiques de prise de position très claires, monsieur Mauvoulès. Je poserai la question à madame qui est aussi une élue en même temps. Oui, mais c'est... après, nous, on a effectivement un certain nombre de propositions. On y viendra tout à l'heure sur un deuxième temps. Mais là, aujourd'hui... Si je reformule, pardon monsieur, si je reformule, vous dites finalement il n'y a pas, en tant que tel, par rapport à la question qu'on se pose pour les populations qui sont environnantes, qui vont être impactées, il n'y a pas de risque nouveau, on est toujours dans les mêmes process, c'est ça que j'entends? A priori non. Quand vous avez un produit CMR, même si c'est à cause du process qu'il est éjecté à l'extérieur, ou s'il se cumule avec un autre produit CMR, le risque, il est absolument identique. D'accord, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, alors je ne sais pas, peut-être M. Passeux, que dans le travail qui est en train de se faire, dans les réflexions qui sont conduites, on a quand même un petit peu évolué, non? Mais j'aimerais bien. J'aimerais effectivement qu'il y ait une évolution. Alors, allez-y si vous voulez poser des questions sur Slido. Ou, je vais terminer avec Mme Brouille, puis après, si vous voulez, on va ouvrir la discussion. On voit bien que là, on est au cœur de quelque chose. Vous vouliez réagir peut-être, monsieur? Oui, enfin, disons à la fois que... Parce que vous êtes dans votre rôle. Que l'existant n'est certainement pas satisfaisant. Et je pense qu'on a beaucoup de marge de progression, à la fois sur la connaissance, des cocktails notamment, d'émissions, etc. On l'a dit. Donc, on est en train de passer en effet à une nouvelle industrie alors qu'on n'a pas réglé encore les problèmes de l'ancienne en termes de nuisances. Mais par contre, et donc les préoccupations sont normales et logiques et il faut les entendre. Elles sont tout à fait pertinentes. Par contre, je pense quand même que la nature même des risques aujourd'hui va évoluer et parce que les process industriels vont évoluer. Et donc, on va être dans une zone un peu de coin aveugle. Et quand on instruit les nouveaux dossiers, ce qui me préoccupe, je le dis, c'est qu'on applique les normes des anciennes industries, qu'on applique insuffisamment, mal, etc. On peut le dire, mais ça, c'est un autre débat. Oui, mais là, en plus, on calque des normes à quelque chose qui, pour certains process, sont tout à fait nouveaux. Et donc, on est encore plus dans cette transition, dans toute transition humaine, on a encore plus de risques quand on est en vitesse de croisière. Encore que la routine peut être assez dangereuse aussi. Peut-être à travers, madame, ce que vous avez entendu, une réaction.
Alors, je disais que vous êtes en même temps élu. Ça m'intéresserait d'avoir aussi, que vous changiez au bout Oui. d'un moment de casquette pour nous dire comment l'élu perçoit ce genre de choses aussi. Est-ce qu'elle est effectivement, comment dirais-je, peut-être pas craintive, mais est-ce qu'elle a effectivement de la retenue par rapport à ça? Parce que c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas suffisamment. Je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Bah alors, rapidement, moi, je me présente. Ouais. Donc, j'ai 3 casquettes, en fait. J'ai cette casquette je travaille sur le territoire de Cossan-Aglo, donc un territoire à proximité du Havre, à 30 minutes du Havre, un territoire très industriel, historique d'accueil de l'industrie depuis une centaine d'années. Je travaille là-bas à la direction des transitions environnementales, de l'innovation et des risques majeurs. Je suis effectivement aussi élue à Caen, mais je suis maire adjointe au commerce, donc pas grand lien avec l'industrie, mais j'y reviendrai quand même tout à l'heure sur les stratégies de développement territorial. Et je suis en dernière année de doctorat mon sujet de thèse sur justement l'impact de la transition énergétique sur ces écosystèmes très industriels, très émetteurs de GES. Pour revenir sur le rôle de l'élu et faire un peu un focus sur Cossan-Aglo, qui est effectivement un territoire un petit peu particulier dans le paysage industriel, puisque c'est un territoire qui a... on sait l'expliquer, je vais l'expliquer rapidement, mais c'est quand même assez surprenant. Il y a une très bonne acceptabilité de l'industrie. Quand on parle de risque industriel, ça va de pair avec l'acceptabilité de l'industrie. C'est un territoire sur lequel il y a 13 sites Céveso, un petit territoire de 80 000 habitants, avec des grosses implantations industrielles en cours, des sites industriels qui seront aussi Céveso. Et on a en fait là un rôle justement des élus sur ce territoire qui a été assez important, alors qui n'est pas forcément, c'est pas le cas partout, hein, mais on a des élus sur ce territoire qui, dès les années 70, ont intégré vraiment la question du risque dans la stratégie de développement territorial. Ça s'est manifesté notamment par la création d'une association industrielle en 1972 qui avait justement pour objectif premier de traiter en lien avec la collectivité de cette question de la gestion du risque. Donc risque industriel qu'on a déjà invoqué, classique, on va dire. Aujourd'hui, c'est une association industrielle dont les objectifs ont un petit peu évolué, puisque c'est maintenant aussi accompagner le développement de toutes ces synergies entre industriels qui peuvent d'ailleurs générer des nouveaux risques. Soit dit en passant, donc ça fait partie des risques nouveaux à étudier. Et donc voilà, là il y a eu un portage, c'est un exemple de territoire sur lequel il y a eu un portage politique assez fort de soutien de l'industrie, mais sans négliger la prise en compte des risques qui peuvent être majeurs effectivement. Il y a quelque chose d'assez atypique aujourd'hui sur ce territoire. Il n'y a pas d'association de citoyens de défense de l'environnement. Et c'est vrai que dans les processus de concertation qu'on a actuellement relatifs à l'implantation de ces nouveaux projets industriels, on n'a pas d'opposition vraiment à l'implantation de l'industrie. Alors, c'est pas, je sais que c'est pas partout pareil. Mais voilà, il y a cette importance peut-être quand même du portage politique et du rôle important de cette association industrielle à laquelle adhèrent quasiment tous les industriels du territoire, qui est vraiment un lieu d'échange entre les industriels sur justement la prise en compte du risque, comment travailler ensemble, comment partager des bonnes pratiques, comment travailler à ouvrir les sites industriels à la population. Et là, c'est vrai qu'on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Un petit moment pour être dans ces logiques, effectivement, fort de ces constats-là, comment on travaille. Petite réaction, M. Oblès, et puis si vous voulez, je vois que vous n'utilisez pas Slido, mais on a des micros, on peut vous... est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que ce qui est en train d'être évoqué vous questionne? Alors, première réaction, juste peut-être. une chose, dans le cadre de la relation entre les associations environnementales et les élus, il faut savoir que j'ai la chance absolument extraordinaire d'être quasiment dans toutes les structures. C'est-à-dire que je suis membre d'une CSS, je suis membre du CODER, la commission de suivi de site. Voilà. Je suis membre du CODERS. Là, vous me faites l'économie de vous dire ce que c'est, parce que c'est tellement compliqué. C'est assez compliqué. Par contre, j'ai fait partie des S3PI. Hein. On a même eu
une chose absolument extraordinaire qui sont les conventions collectives, les conventions citoyennes, comme il y a à Fezin, etc. Bon, là, qui n'a pas duré très très longtemps, mais bon, parce que c'était en pleine crise, donc effectivement, ça n'a pas duré très très longtemps. Quel est votre message derrière cette mais énumération ? là aujourd'hui, effectivement, Oui. l'ensemble de ces structures est défaillante. Enfin, pour nous, l'ensemble de ces structures telles qu'elles sont faites sont pour la plupart défaillantes et devraient effectivement être améliorées. Alors je pense que peut-être dans le cadre du laboratoire qui est prévu, on va y revenir, mais voilà. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un travail aussi de ce point de vue-là à faire. On rejoint en fait ce que vous évoquez un peu, monsieur, c'est la logique de prendre en compte tous les acteurs, enfin ce que j'appelle moi toutes ces parties prenantes. Commentaires, questions de votre part ? Madame, attendez, je vous apporte... Ah bah attendez, madame. Merci, oui, j'avais oublié que j'avais la chance d'être accompagné par madame. Peut-être nous dire d'où vous parlez, madame. Je suis ingénieure risque industriel Ok. d'ExxonMobil. Oui. Et en même temps, je suis élue représentante des salariés. D'accord. En fait, je me posais une question parce que vous avez dit quelque chose, monsieur Mauboul, ce que les riverains ressentent à l'extérieur du grillage. Voilà, c'est l'expression à l'extérieur du grillage. Et moi, ça m'interpelle un peu parce que on parle beaucoup, effectivement, comment on peut se parler avec les riverains, les différentes parties prenantes autour. Mais en fait, moi, ma casquette, c'est à la fois la gestion des risques de manière globale, mais c'est vrai que ce qu'on présente de manière publique, c'est ce qui sort, ce qui sort du site. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, par exemple, on va trouver des indicateurs très précis sur l'accidentologie dans le travail, qui disent sur un certain nombre d'heures combien il y a d'accidents. Mais aujourd'hui, quel indicateur peut nous permettre de mesurer la santé, je dirais, des sites Seveso, la santé de la gestion du risque? Et je ne parle pas le risque, en fait, peu importe. Moi, quand j'étudie mes risques, qu'ils sortent ou pas, après, soit je déclare, on fait un dossier, effectivement, à l'administration quand ça sort, mais de toute façon, je dois le gérer aussi à l'intérieur du site. D'accord, donc ce découpage ne vous convient pas, quoi. En deux mots, non, mais dans l'optique de la transparence et peut-être de parler, effectivement, on n'a aucun indicateur, je dirais universel ou je dirais national, qui nous permettrait de mesurer la santé du système de sécurité des sites. Alors, qu'est-ce que, pour moi, peut-être tout le monde le sait, qu'est-ce que c'est que la santé du système? Comment vous définissez? Les gros groupes comme le mien, oui, on a forcément un système de gestion de la sécurité, oui, avec un certain nombre d'articulations oui. Pour lesquelles on ne peut pas déroger. En fait, c'est ce qui nous permet d'avoir un certain nombre de chaînons pour gérer effectivement nos produits, puisque de toute façon, nous avons des produits dangereux. Sinon, effectivement, on n'a pas besoin. Et donc, ce système de sécurité, tout grand groupe a son système aussi pour le mesurer, pour savoir, etc. Et à l'intérieur de ce système, chaque groupe a ses indicateurs, et contrairement au TRIR ou au LTIR, que je ne maîtrise pas bien d'ailleurs, ce n'est pas mon job, et ben ça c'est complètement partagé. C'est tous les sites, ils vont avoir ce taux, donc, qui va mesurer effectivement ça, mais pas sur le fonctionnement ou la performance de la gestion de la sécurité industrielle, des risques effectivement majeurs. D'accord. Sur cette question de départ, les risques nouveaux, puisque avec la compétence qui est la vôtre, et ça madame, pourrait permettre d'ailleurs d'articuler, d'avoir un tel indicateur, ça pourrait même articuler sur aussi le futur, la transition notamment. Parce qu'on aura toujours un TRIR, par exemple, qui va montrer si quelqu'un s'est blessé ou s'est tué malheureusement au travail. Mais sur la sécurité industrielle et risques majeurs, on n'a rien. Oui, réaction. Oui, une chose, juste pour dire, la référence au grillage que j'ai donné tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire quelque chose, Monsieur Mauboul. Monsieur Mauboul, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je voulais juste préciser quelque chose. J'ai travaillé pour la plateforme de LAC. Ah oui,
Voilà. J'ai créé- Moi aussi, j'ai fait 20 ans chez Total. Et Ok. voilà. Ok, Donc, vous raconterez moi, la ce que suite après. j'expliquais, non, moi, ce que j'expliquais, Allez-y. c'est qu'effectivement, malheureusement, ce que vous dites est vrai. C'est que, à la limite, les entreprises protègent beaucoup plus leurs salariés parce qu'ils sont beaucoup plus handicapés. Enfin, aujourd'hui, un salarié, par exemple, d'un grand groupe est protégé par un certain nombre de pays, ainsi de suite. Alors que la personne qui habite à 30 mètres du grillage de l'entreprise, elle n'est pas protégée, n'a aucune protection. Il faut savoir que, par exemple, sur le bassin de Lac, jusque dans les années 60, 60, les enfants dans les écoles avaient encore des masques à gaz. C'est une réalité. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, effectivement, aujourd'hui, fuite d'H2S dans l'atmosphère, eh bien, voilà, les gens, alors que les salariés se protègent, les gens à l'extérieur ne sont pas protégés. Alors, on va essayer d'avoir le point de vue un peu des autres, parce que bon, ça c'est le vôtre. Monsieur, non, mais Je vois que ça Monsieur fait, Robert. je vois que ça fait polémique, mais je voudrais aussi un peu rajouter quelque chose. C'est que typiquement dans le nucléaire, on ne sort pas de la zone de risque, qu'on soit dedans ou dehors. Si on a un risque en tant que salarié et qu'on a un problème, on l'aura aussi en tant que citoyen. Parce que ça ne se joue pas à 30 mètres, les impacts de risque sur le nucléaire, par exemple. Donc, moi, personnellement, je me suis toujours évertué à faire de mon mieux en matière de sécurité et de sûreté, ne serait-ce que pour ça. Parce que je sors de mon entreprise, parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai de la famille, parce que j'ai des copains. C'est ça aussi qui garantit quelque part aussi. Mais- Et je voudrais juste... Oui, Pardon, allez-y. c'est en réaction par rapport à ça simplement. Mais je voudrais rajouter aussi un petit quelque chose sur la question du risque nouveau ou du risque ancien. Le repenser par rapport au territoire. C'est-à-dire C'est-à-dire que, je reprends le nucléaire, dans Ouais. le Gard rhodanien où depuis les années 50-60 vous avez des installations nucléaires, l'appréhension collective du risque n'est pas tout à fait le même que si on l'implante ailleurs, par exemple. Voilà. Ça veut pas dire... C'est-à-dire que les gens vivent à proximité des installations nucléaires depuis très longtemps. Moi, j'y étais, mon grand-père y était, dans le nucléaire, par exemple. Donc ce risque-là, en fait, je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'on y est habitué en termes de proximité. Et par contre, si on vient nous implanter une usine chimique, purement chimique, ça, on n'est pas au courant de tout ça. Donc il y a forcément une question d'acculturation au risque. Et du coup, il peut y avoir une question de risque nouveau pour une population. Il faut l'entendre, ça aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas documenté, qu'on n'est pas sachant, qu'on n'est pas en capacité de le prendre. Mais sur les territoires, donc y compris pour les salariés qui vont venir travailler dans ces entreprises, parce que c'est ça, on implante des entreprises, il faut faire venir des salariés, et on prend des salariés du cru. Donc moi, j'étais dans un lycée où on avait une formation de décontamineur, par exemple, dans mon lycée technique. C'était lié à l'environnement. Lié à l'environnement. D'accord. Et ça, des formations de décontamineurs, vous n'en aviez pas dans tous les lycées techniques de France et de Navarre. Il y avait ce lien entre le tissu industriel, donc du coup le risque, et l'environnement et les populations. Et du coup, voilà, je vais peut-être différencier un petit apport supplémentaire, c'est reterritorialiser la question du risque nouveau et ancien. Voilà. Ok. Commentaire, oui, je vous en prie. Allez-y, puis Oui. vous levez la main si vous avez une question. Juste une réaction à ce que disait Madame sur la difficulté de communiquer sur le risque. Mais avant cela, je voulais quand même juste dire à mon voisin que je préfère envoyer mes enfants où il n'y a pas besoin de masque que plutôt envoyer mes enfants dans une école où il y a besoin d'un masque. Moi, comme j'aurais déduit une chose différente. J'aurais dit, tiens, l'industriel a fait des efforts, il a fait en sorte que si demain il y a un problème sur son installation, il n'y aura pas besoin de protéger les enfants qui sont dans l'école. Mais bon, c'était en réaction à ce que vous avez dit. Je reviens à ce qu'a dit Madame. Sur la question de la communication. C'est vrai qu'il y a une difficulté de communiquer sur le risque de manière simple. Vous avez évoqué les systèmes de cotation qui existent, qui sont reconnus au niveau international, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus prosaïque. Depuis, en France, on a des systèmes de cotation surtout sur le Nutri-Score, sur la consommation énergétique des équipements électriques. Au-delà de la note ou du code couleur qu'on utilise, la difficulté, c'est que souvent, on va avoir une difficulté de
d'objectiver le risque auquel on a affaire et de se positionner par rapport à ce risque-là. Et c'est une vraie difficulté, d'avoir un discours simple, enfin, qui soit à la fois simple et qui ne soit pas suspecté de dissimuler, d'être trop simpliste pour dissimuler la réalité des risques. Et sur les risques nouveaux, c'est encore plus vrai. Aujourd'hui, un industriel, lorsqu'il dépose un projet sur une nouvelle activité ou qu'il utilise de nouveaux équipements, j'imagine qu'il va présenter son dossier à la connaissance des risques du moment, avec la connaissance qu'il a du stade où il en a. Et l'administration, lorsqu'elle va se prononcer sur la recevabilité d'un dossier, elle va dire si le risque est acceptable au regard également de la connaissance qu'elle a de ce risque-là. Et à ce stade-là, en tout cas, ça me paraît difficile de lui faire le procès, de ne pas savoir ce qu'elle ignore à l'instant T. Et donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bien, finalement, on autorise un projet, on autorise une transition industrielle en l'état de connaissance du risque, en se disant qu'il est suffisamment faible pour pouvoir être autorisé. Et puis après, derrière, eh bien, il y a des procédures de rappel ou des méthodes qui existent, notamment le retour d'expérience sur les accidents, qui est là pour dire, tiens, peut-être qu'on est passé à côté d'un élément et il faut le réintégrer dans notre système d'évaluation. Donc tout ça pose la question de qu'est-ce que l'on connaît à un instant T sur le risque et sur les risques liés à une activité quelle qu'elle soit. Ce qui veut dire, pardon, sans jeu de mots, ça veut dire qu'il y a une prise de risque à un moment donné, à accepter la limite de la connaissance qu'on a, c'est ça ? Évidemment, il y a une prise de risque, qu'il faut assumer. Parce que à côté de ça, il y a un mécanisme il y a un mouvement de fond qui nous impose cette transition industrielle. Et qui fait que de toute façon, on n'a pas le choix et qu'il faut avancer. Et on ne peut pas non plus attendre d'avoir un retour d'expérience suffisant pour se lancer dans l'aventure. J'ai pris un parallèle lorsque nous avions préparé l'entretien. Lorsque le premier gars est monté dans un avion et a inventé l'avion, il n'a pas attendu que l'inventeur du siège éjectable ou du parachute ait fini d'élaborer son système pour monter dedans et pour se lancer. Donc il faut à un moment donné se lancer dans l'aventure en ayant bien évidemment sur les CGE industriels évalué les risques avec les méthodes qui préexistent, avec celles que l'on a aujourd'hui et que l'on fait évaluer au fil du temps lorsqu'on se rend compte que la nature des risques évolue. Juste Monsieur Passerieu, si vous voulez, puis je vous redonne la parole après. Pour ouvrir un tout petit peu sur cette question de risque industriel, d'où la nécessité, aujourd'hui on a un certain nombre de risques qui sont connus, de réfléchir, et c'est notamment aussi le rôle des collectivités, d'avoir cette réflexion sur l'anticipation et la capacité de s'adapter aux effets du changement climatique, à la transition là pour le coup environnementale, écologique. Je pense par exemple à la ressource en eau qui se raréfie, qui peut générer de nouveaux risques. Donc on ne connaît pas forcément aujourd'hui ces nouveaux risques, mais en tout cas, il y a un certain nombre on parlait de ZIBAC tout à l'heure, zone industrielle bas carbone, il y a un certain nombre de réflexions et d'études en cours pour essayer de quantifier, de mesurer, d'anticiper des risques nouveaux qui sont liés à l'adaptation de ces territoires industriels au changement climatique. Et on parlait de risques peut-être un peu au sens plus large que risque industriel. Et vous parliez tout à l'heure de risque économique. Oui. C'est vrai que c'est aussi aujourd'hui la nécessité pour ces territoires industriels de s'interroger sur la façon dont ils accompagnent l'écosystème industriel existant à s'adapter aux effets de la transition et à s'adapter à ces risques à venir. Et puis, c'est aussi la capacité des territoires à diversifier leur tissu économique et donc à effectivement réfléchir sur les nouveaux risques que ça amène potentiellement sur un territoire, ne perdant pas de vue du fait que le territoire a cette question d'ancrage territorial des sites qu'il implante et
de qualité de vie, de cadre de vie. Donc il y a bien cette double, il y a l'implantation de nouvelles industries pour générer de l'économie, et puis sans négliger le cadre de vie, la qualité de vie. Et voilà ce conflit d'usage entre les deux. Vous voulez réagir, monsieur Passerieux? Oui, je voudrais réagir. On ne peut pas anticiper vraiment tous les risques. L'histoire l'a montré, c'est évident. Quand on a créé les premiers trains, les gens étaient terrorisés parce qu'ils pensaient que ça allait provoquer des effets sur la santé majeurs. Et on a vu que des villes comme Tours refusaient de recevoir des trains. Enfin, et après, d'autres risques auxquels on ne pense pas surviennent. Mais ce qui me paraît, pour être plus optimiste, quand même une bonne intuition assez certaine, c'est que sur les risques événementiels, on arrive au moment de l'instruction des dossiers quand même parce qu'il y a des connaissances chimiques, parce qu'on voit bien quel processus chimique s'opère quand même quand on met deux produits ensemble ou quand il y a un incendie sur un tel produit. Je pense que de ce point de vue-là, on est quand même avec une certaine clarté de mesure de ces risques-là. C'est plutôt sur les risques continus, je pense qu'aujourd'hui, mais ça nous laisse peut-être le temps de les traiter, qu'on va avoir des difficultés d'anticipation, si je puis dire. Mais là, il faut aussi être optimiste, parce qu'on voit quand même que quand on fait baisser le CO2 par ces nouveaux process, on a quand même, ça massivement, on constate depuis quelques années, que les quantités de tous les autres produits qui sont majeurs aujourd'hui, pénalisants, SOx, NOx, baissent à même rythme. Bon. Après, on peut avoir en effet tout d'un coup de se demander si on a pensé dans la recherche technologique, à imaginer des filtres pour les fours électriques, et si on les a ou on les a pas, on les connaît pas. Ça, je ne suis pas un technicien, je ne sais pas, mais je sais que la question est posée. Il faut quand même se la poser. Alors, je vais redonner là, et puis vous réintégrerez vos commentaires. Allez-y, monsieur, on va vous entendre. Je vous donnais le mien. Ne vous inquiétez pas. De quelle place parlez-vous? Alors moi, je suis à l'INERIS, donc c'est l'Institut national qui travaille sur d'études sur la prévention des risques industriels. Alors c'est peut-être pour changer un peu de sujet. Vous parliez tout à l'heure des interactions entre les sites. Et donc là, ça pose aussi des problèmes de risque et d'instruction, parce qu'on sait que l'instruction se fait site par site. Et du coup, qu'est-ce que ça vous impose aussi en termes de REX, de changement de pratique dans l'évaluation des risques et de gestion de ces risques? Je peux vous dire que quand les dossiers sont instruits, quand on installe 3 mégafactories à côté avec le hydrogène de la production de panneaux photovoltaïques et du DRI plus de l'hydrogène, les ingénieurs ICPE qui instruisent ces dossiers à la Réal regardent les risques cumulés de ces 3 activités, hein, bien heureusement quand même. Oui, enfin, on est tout à fait d'accord effectivement avec ces risques, hein, et avec les effets domino dans les entreprises, surtout sur des sites comme Alac, où on est en train de faire un Lego avec des multitudes d'entreprises différentes, avec des produits différents, etc. Hein, toutes ces VSO2 quand même, hein, parce qu'il faut rester dans la norme. Hein. Bon, c'est une réalité. Par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est très 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 inquiétant ce que vous nous dites là, parce qu'effectivement, nous qui avons eu la chance de travailler dans des grands groupes, dans les grands groupes, effectivement, il y avait des centres de recherche qui travaillaient, qui avaient des pilotes, qui travaillaient sur ces pilotes, etc. Et aujourd'hui, alors c'est un terme impropre, mais aujourd'hui on est en train de faire des pilotes industriels, c'est-à-dire qu'on est en train de... Pour la rapidité, on est en train de mettre des entreprises qui sont de vraies bombes en fonctionnement, sans regarder, effectivement, sans les avoir testées. Et sans regarder qu'on ne se donne pas le temps suffisant d'aller... Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne se donne pas le temps, effectivement, de regarder les risques, environnement, santé, que peut engendrer certaines installations. Donc ça veut dire qu'on est trop centré sur la dimension technologique du risque? Et qu'on ne prend pas en compte les autres dimensions? Ah oui, ça, on le voit effectivement. Effectivement, le risque est jusqu'à présent est discuté comme un élément technique de l'entreprise, etc., avec les difficultés, etc. Le risque, c'est pas ça. Le risque, ce sont les gens qui sont autour, qui travaillent dans l'entreprise. Enfin, c'est aussi. C'est pas que. Non, le risque, c'est ça. Le risque, c'est ça. Le risque financier d'une entreprise qui se plante parce qu'elle a une usine qui ne fonctionne pas, c'est
c'est une réalité, mais c'est une péripétie. Hein. Les gens qui meurent parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle AZF qui explose, ça c'est un risque, c'est vraiment un risque. Ok, je vous laisse. Quelqu'un veut réagir parce que madame veut poser une question, mais allez-y. Madame, je vous en prie. Oui, bonjour, Adeline Feldman du GESIP. Pour rebondir sur la personne de l'INERIS, est-ce que ces nouveaux risques ou ces nouvelles industries qui vont s'implanter dans des zones à risque déjà existantes, est-ce que le PPRT va être remis en cause par rapport à ces nouvelles industries qui arrivent? Vous avez le micro, donc... Oui, j'ai le micro et j'ai dit que j'avais été inspecteur des installations classées, donc ça me donne quelque part une légitimité à répondre, peut-être plus que mes voisins de table. Le PPRT est mis en place, il a été mis en place sur des activités sur des zones d'aléas qui étaient générées par des activités qui préexistaient à la loi de 2003. Et en principe, et que par conséquent, on prend ces activités-là, on tient compte des mesures du risque qui ont été mises en œuvre pour définir les zones du PPRT, et après on fige le PPRT. Les nouvelles activités qui doivent s'implanter sur le site doivent être compatibles avec les mesures d'urbanisation qui sont portées par le PPRT. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il existe un autre dispositif qui sont les servitudes d'utilité publique qui doivent permettre, si ma mémoire est bonne, de faire de la maîtrise de l'urbanisation pour ces nouvelles activités qui viennent se rajouter. Voilà. Donc normalement, elles doivent être compatibles avec le PPRT, et si ce n'est pas le cas, il existe un autre dispositif qui sont des servitudes d'utilité publique qui sont indemnisables d'ailleurs, qui ont un régime spécifique et qui doivent permettre d'assurer la compatibilité. Autre élément de réponse, c'était la question à l'INERIS. Effectivement, normalement, en théorie, la méthodologie étude de danger est censée tenir compte de ces interactions entre les industries. On a parlé des effets dominos, c'est vous qui l'avez mentionné, le terme d'effet domino. C'est-à-dire, dans les événements qui peuvent se produire sur mon site, les accidents qui peuvent se produire sur mon site, ils ont une cause interne, mais ils peuvent aussi avoir des causes externes. Et parmi les causes externes, il y a l'explosion du voisin, ou il y a la fuite de toxiques du voisin. Et en toute théorie, normalement, dans une démarche bien faite, on est aussi censé s'intéresser aux pertes d'utilité. Si c'est l'usine d'à côté qui me produit de la vapeur, je suis censé m'intéresser à la situation de mon site si tout d'un coup, du jour au lendemain, le site d'à côté arrête de produire de la vapeur. Et ça, c'est un vrai sujet, qui n'est pas forcément aussi bien étudié que les effets dominos, mais en tout cas, c'est un point. En tout cas, la méthode telle qu'elle a été conçue. Attendez, vous souhaitiez intervenir, je crois. Hein. Oui, je voulais, si c'est possible. En fait, longtemps, le nucléaire a été considéré comme une activité en cycle fermé, c'est-à-dire qu'on partait de la mine, on a eu jusqu'au recyclage, on réinjectait en passant par les questions de transformation, etc., etc. Et depuis tout à l'heure, et le sujet du PPRT, je renvoie vers ça un petit peu, on est très centré sur la notion d'installation, en fait. Ce qui peut avoir vraiment du sens, je pense, quand on parle par rapport à l'exposition aux riverains. Mais j'aimerais, à un moment donné aussi, qu'on aborde, et en partant d'un exemple qui a été donné, enfin 2 exemples qui ont été donnés, celui du recyclage des batteries et celui des feux de batterie. Si on installe une gigafactory pour faire des batteries, on a des risques de production de gigafactory. Le produit qui sort et la durée, le cycle de vie et le cycle de risque du produit sortant. Cette question, on l'a posée dès le départ, par exemple, aux constructeurs automobiles, qui au départ nous ont dit, mais avant qu'on recycle des batteries, il va se passer du temps. Sauf qu'on n'a pas lâché, on a réussi à peser sur un règlement batterie qui n'est pas encore en cours, mais qui devrait aboutir, où la recyclabilité et l'éco-conception des batteries sont embarquées dès le départ. Si, je suppose, je n'ai pas fait cette analyse de risque sur l'incendie dont vous parlez, mais on a eu des problématiques parce qu'on avait des batteries collées, qu'on ne savait pas décoller. Et du coup, finalement, suivant le risque, le type de batterie qu'on va construire dans une gigafactory, on va avoir en termes de risque peut-être la même chose dans l'usine, mais au bout de la chaîne, suivant ce qu'on fabrique, on n'aura pas les mêmes risques. À l'extérieur. À l'extérieur et en bout de process, en fait. Quand on va recycler, et aujourd'hui c'est bien ce qu'on vise,
à un moment donné, on peut redescendre et en cascade, on peut aussi changer les conditions de travail et les conditions de risque. Parce que faire des batteries éco-conçues recyclables, c'est pas le même process que faire des batteries scellées comme Tesla l'a fait pendant des années, par exemple. Voilà. Donc finalement, si je reformule ce que vous êtes en train de me dire, à partir d'un élément de départ, d'un point de départ, avec effectivement peut-être un travail d'anticipation et d'élargissement de la réflexion, c'est ça que vous êtes en train de nous dire, on a capacité à identifier potentiellement des risques plus tard que l'on va essayer d'intégrer immédiatement. C'est ça que j'entends ? C'est ça, parce que d'aujourd'hui, la filière du recyclage des batteries, elle n'est pas structurée en fait non plus. Tant du côté des recycleurs, de la filière du recyclage en tant que fédération, que chez les constructeurs. Ouais. C'est en cours de construction, alors qu'on fabrique déjà des batteries, on exporte déjà des voitures avec des batteries, etc. etc. Okay. Donc, à un moment donné, cette itération entre le produit et l'usine, pour faire simple, il faut qu'elle se pose aussi à un moment donné, parce que ça peut influer aussi les caractéristiques et les risques de l'usine. D'accord. Voilà. Je vous propose qu'on avance un petit peu. Oui. Rapidement. Oui, très rapidement. Vous avez passé votre temps de parole, je vous le dis. Ah ouais, mais c'est pas grave. Je plaisante. Pour parler des PPRT, puisque ils sont présentés en CODERS, les PPRT, il faut savoir une chose, c'est que les PPRT, ils sont évolutifs. Alors, je vais vous donner un exemple très simple sur le bassin de Lac. Il y avait 2 entreprises avec un PPRT qui était défini. Les entreprises sont parties vers d'autres cieux. L'entreprise Yara et Célanès sont parties vers d'autres cieux. Donc, aussitôt, effectivement, on a modifié le PPRT, évidemment, puisque il y a un problème par rapport au PPRT qui est l'urbanisation autour des entreprises. Et donc, on a diminué ce PPRT sans se poser la question de savoir qu'aujourd'hui, 4 ans après, il y allait avoir une usine qui allait être installée. La réponse qu'on nous a fait quand on a posé la question en CODERS par rapport à un nouveau PPRT, on nous a dit non, l'entreprise va s'adapter au PPRT. Ou peut-être qu'elle aura des dérogations. On verra. Bien. Alors, on sent à ce stade-là, je passe à l'autre question, mais je voudrais qu'on avance un petit peu sur la deuxième partie, peut-être autour de 2 expériences. J'imagine que ces sujets-là, vous y avez été confrontés, vous y êtes confrontés, madame, en permanence, et vous avez essayé de mettre en place. Je vais peut-être commencer quand même par monsieur Passerieux, le laboratoire. Comment elle est née, cette idée ? J'imagine que tout ce que vous venez d'entendre, vous l'aviez déjà entendu. Ça fait partie, effectivement, des éléments qu'il faut prendre en compte. En quoi ? D'abord, qu'est-ce que c'est que ce laboratoire ? Et en quoi ? Comment il va travailler pour prendre en compte toute cette complexité, finalement ? Alors, il ne regroupe pas systématiquement tout le sujet que vous abordez aujourd'hui. Une vocation beaucoup plus globale. Il est né d'une saisine des industriels, principalement, après un incident de concertation qui a bloqué un projet. Très clairement, c'était un projet qui semblait tout à fait vertueux, puisqu'il s'agissait d'une usine classée Seveso seuil bas, tout à fait moderne, qui remplaçait une usine très polluante qui était à Marseille pour se rapprocher d'Airbus Hélicoptère pour produire les peintures très sophistiquées, très évoluées des hélicoptères et de l'aéronautique en général. Et ce projet a passé tous les stades de la préparation, des avis, etc. Et juste au moment de l'enquête publique finale, la salle s'est remplie et tout le voisinage a protesté. Et le maire, qui avait donné comme conseiller de la métropole, vice-président, voté toutes les autorisations, n'a refusé de donner le permis de construire sur ce projet, pénalisant toute une chaîne industrielle. Un projet vertueux, donc, puisqu'une fois on remplaçait une usine qui était très polluante par une usine qui traitait l'ensemble des process et qui ne portait plus de risque, qui était seuil bas en plus, donc vous voyez, qui n'était pas parmi toutes les usines compliquées qu'on a dans le secteur, entre 41 et 43 sites Céveso sur quelques dizaines de kilomètres, donc c'est une densité extrêmement forte, ne posait pas de problème. À partir de là, on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et on a été amené à traiter le problème de l'acceptabilité avec l'idée. On l'a vu avec Innovera, production de carburant vert à Gardanne, quelques mois plus tard, ou 1 an à peu près plus tard, projet qui va être abandonné en conséquence, à la demande des populations, et donc des élus rapidement dans la foulée, mais on les comprend.
On s'est dit, c'est pas parce qu'on va faire une transition vers l'industrie verte qu'on va avoir une adhésion des populations à cette nouvelle industrie. Et donc, de ce fait-là, on s'est dit, il faut qu'on arrive à traverser ensemble cette nouvelle phase de transition industrielle, parce que qui dit transition industrielle dit somme d'informations considérables nouvelles qui vont arriver dans les médias, qui se répandent dans les médias, mais donc même les spécialistes, même les décideurs publics ont difficulté à agréger, les élus, les fonctionnaires de l'État. Et donc il nous fallait essayer d'imaginer un outil qui nous permette surtout de ne pas avoir d'un côté les sachants et de l'autre ceux qui vont subir, avec un risque éminemment de procès réciproques, de complotisme, etc. Et l'idée d'être de créer un laboratoire territorial un peu spécifique, parce qu'il n'a pas le but d'adresser, et ça c'est très important, les choses projet par projet, mais d'essayer de comprendre ensemble et de définir un scénario industriel avec les parties prenantes du territoire. Et de le faire sur la somme et de manière systémique sur le territoire. En considérant qu'il y a une transition, elle va avoir des conséquences très très complexes. Il faut qu'on l'aborde de manière ensemble. Et ce n'est pas parce que c'est compliqué que les citoyens et les parties prenantes du territoire ne doivent pas être aussi impliqués que les décideurs. Ce qui est un niveau d'exigence difficile. Comment on l'a traité? Je finis en 2 phrases, comme ça je vais juste le résumer. Comment on l'a traité? On l'a traité en se disant on ne peut pas faire de la concertation grand public, sinon on n'aura jamais la capacité de voir une implication à la connaissance des dossiers. Donc il faut qu'on ait une démarche différente qui n'empêche pas les concertations publiques prévues chaque fois qu'il y a un projet. Réglementaire, oui. Et réglementaires, mais qui sont souvent projet par projet, même si ça va peut-être bientôt changer, mais qui doivent être globales. Et ça veut dire qu'il faut du temps pour agréger ça et que les gens échangent. Et donc on a plutôt créé quelque chose qui est un caucus, une collégialité, qui rassemble des fonctionnaires qui se rencontrent peu entre eux, entre les directions, bien souvent, des fonctionnaires de les métropoles, des élus, les associations environnementales et les industriels, qui eux-mêmes ne rencontrent assez peu leur territoire dans le passé, on l'a assez peu rencontré malheureusement, et qu'on demande de s'impliquer, et un caucus citoyen de 40 citoyens qui sont volontaires, représentatifs du territoire, et qui se retrouvent chaque mois pour progresser dans un travail d'analyse collective dans lequel on ne décide pas. On se contente de poser les problèmes. On ne va pas remplacer les décideurs, ni même donner des avis combinatoires. Ça empêche un vrai travail collectif. Et on le fait sur 3 objectifs. Un, c'est de se faire, d'avoir un diagnostic commun. Une espèce de vision globale, hein, vous disiez. Les forces, les faiblesses, quels sont les défis qui arrivent devant nous, quels sont les défis technologiques, les défis géopolitiques, qu'est-ce qui va changer dans cette transformation de l'industrie, est-ce que notre territoire est prêt, pas prêt, comment, qu'est-ce qui ne va pas bien, les forces, les faiblesses. Donc on ait une vision commune de l'existant et des défis. Deuxièmement, d'établir un ou des scénarios industriels. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut à l'angle 2040 et ensuite les analyses qu'on fera dossier par dossier, ça doit converger vers ce scénario-là. Et donc il faut poser donc une toile de fond. Voilà, les citoyens ont le droit à avoir, et les parties prenantes, une vision globale de la somme des décisions qui vont être prises projet par projet, étape par étape. Et troisièmement, en conséquence de ce 3e objectif, établir une grille d'acceptation et d'acceptabilité des projets ou non. Oui, ce projet industriel, on le veut. Oui, on le veut, mais il doit être à côté de celui-là. Non, celui-là, on n'en veut pas. Ou alors celui qui vient doit évoluer, doit respecter un ensemble de grilles, d'indices et de choses qu'on va demander, alors en termes de risque notamment, et en termes de risque long. C'est un travail beaucoup plus complexe, celui-là, c'est le 3e objectif. On commence à le faire. Donc on a mis 12 mois avec les acteurs du territoire pour préparer le laboratoire, parce qu'il ne fallait surtout pas que ce soit l'objet qui soit lui-même, paradoxalement, je dirais, préfabriqué. Donc on a commencé à le construire et depuis 1 an, il s'est mis au travail. À côté, il y a un comité scientifique qui, lui, ne s'est pas encore mis au travail, mais qui va se mettre au travail maintenant pour évaluer les choses. Et le but, c'est de pouvoir à tout prix avoir une vision commune. Ensuite, il va falloir avoir un 2e temps où il va falloir partager avec le grand public déjà ce travail. Ça sera une 2e étape. Là, on pense plutôt mettre en place une exposition itinérante qui pourra restituer quelque part une réflexion collective, non pas restituer le point de vue des décideurs verticaux, mais restituer aux populations ce que collectivement les parties prenantes du territoire ont posé comme question. Est-ce que ça veut dire, pardon, une petite question complémentaire, est-ce que ça veut dire qu'à travers ce travail-là, finalement, à travers le fait que vous mobilisez un ensemble d'acteurs, j'allais dire par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, toutes les composantes de la problématique vont pouvoir effectivement
être au moins énoncé, être partagé, être traité. C'est ça, comme ça que je peux l'entendre? On leur demande non seulement de regarder les sujets, mais on leur demande d'imaginer des solutions. Il y a une intelligence collective qui est assez remarquable, qui se déclenche. Et puis, on leur demande de charger leur batterie intellectuelle de problématiques difficiles qu'on essaie de partager et qui, même pour les décideurs publics, sont très difficiles à agréger en termes de temps et d'investissement de temps, qu'on n'est pas spécialiste de l'INERIS ou qu'on n'en fait pas sa vie professionnelle. C'est pas du tout évident, ou quand c'est une part seulement de sa vie professionnelle. Et donc on leur demande surtout de s'investir pour le compte finalement du reste de la population dont ils sont indirectement ou indirectement représentants à divers titres, que ce soit associatif, électoral ou même simple citoyen déjà, pour le compte d'eux, et en espérant ensuite que dans les concertations ponctuelles qui vont avoir lieu, et c'est le cas, on le vérifie déjà, ils arrivent à ces réunions déjà, et souvent ce sont quand même des gens particulièrement intéressés qui participent à ces réunions qui viennent là. Ils ont déjà, je dirais, un background qui permet de gagner beaucoup de temps sur l'intelligence des concertations ponctuelles. Alors, ça répond, hein, je prends parce que je trouve que j'ai une question ici, puis après je peux vous redonner la parole. J'ai une question ici. Il y a tout un processus d'acculturation finalement qui va se faire avec une partie des parties prenantes. Alors vous évoquiez, pardon, je fais l'incise parce qu'elle me plaît bien, vous évoquiez la conférence riveraine citoyenne de Feyzin. J'en suis à l'origine, donc effectivement, et ce processus d'acculturation est absolument fondamental. Parce qu'en fait, effectivement, par rapport à la perception même du risque, on a beaucoup travaillé, je me souviens, la notion de danger, de vulnérabilité, de risque, de qualification du risque, parce que souvent, effectivement, le rendez-vous ne se fait pas, parce qu'on n'est pas sur les mêmes représentations. Un point très important, c'est qu'on travaille dans ce laboratoire pas convoqué pour donner un avis sur un projet sur lequel on doit dire oui ou non, ou dans quelles conditions. On est très en amont, et donc du coup, il y a une liberté intellectuelle, une liberté de partage, qu'il n'y a pas une tension là, pour imposer en entonnoir une prise d'avis soudaine qui tend énormément les débats et les relations. On se place volontairement très en amont de ce process. Oui, monsieur Passerieu, avec beaucoup de respect, beaucoup de sincérité et un brin d'humour. Vous m'avez presque piqué, entre guillemets, ma conclusion à cette table ronde. Au bémol près qu'effectivement, j'y rajouterais bien volontiers les organisations syndicales et les représentants des salariés. Ah, mais vous ne les avez pas nommés alors. Voilà. S'ils y sont, c'est parfait. Voilà. C'est fantastique parce que le jour où on a eu des blocages de raffinerie par le syndicat des dockers de Fos, qui ont blessé 2 policiers, le lendemain à 18h, il nous collait des post-it, le secrétaire général avec nous, pour déterminer l'avenir sur des tableaux, ce qui montre qu'à 24 heures de distance, on peut avoir un climat tout à fait différent. Peut-être écouter la deuxième initiative, hein, puisque là on est sur effectivement comment, d'une certaine manière, répondre à certaines questions qu'on s'est posées préalablement. Madame, recontextualiser un petit peu. Vous avez parlé quand même d'un territoire où il y a beaucoup d'entreprises Seveso. Hein. Oui. Alors d'abord, c'est vrai que c'est une initiative. L'initiative dont vous parliez, c'est vraiment très très intéressant, et d'une manière générale, quand on observe un peu ce qui se fait sur différents territoires industriels en France, on voit que c'est ces projets qui sont un peu audacieux, qui sortent un peu du cadre et qui sont capables de faire... c'est comme ça qu'on bouge un petit peu les lignes. Mais je reviens au territoire de Cossennes. Effectivement, je disais tout à l'heure, il y a une bonne acceptabilité sur le territoire qui s'explique en partie par l'histoire industrielle du territoire, mais pas seulement. C'est aussi la volonté depuis un certain nombre d'années de travailler, de faire travailler ensemble effectivement la collectivité, les industriels, les habitants, les plus jeunes aussi, je vais y revenir tout de suite. Et c'est de cette volonté, vous parliez tout à l'heure d'arrêter de travailler en silo. C'est effectivement, on ne peut plus travailler en silo sur ces sujets-là. Il faut qu'il y ait une acculturation et une compréhension en fait des enjeux des uns et des autres pour permettre cette acceptabilité de l'industrie et cette prise en compte du risque. Parce que pour un territoire, l'acceptabilité de l'industrie, ça ne veut pas dire qu'il faille occulter les risques. Hein. C'est pas mentir aux habitants, c'est justement faire prendre conscience aux gens de ces risques, même si là sur le territoire de Cossennes,
conscience des risques, mais c'est leur donner voilà, tous les éléments pour comprendre les risques liés à l'activité industrielle. Alors sur ce territoire, ça passe par plusieurs initiatives qui sont menées à la fois par la collectivité, par l'association industrielle dont je parlais tout à l'heure, et aussi par les industriels eux-mêmes. C'est des actions très concrètes qui visent à, par exemple, pour les industriels, ouvrir les sites industriels, faire visiter les sites industriels à des collégiens. Une fois par an, on a tous les collégiens de 4e et de 3e qui visitent une quinzaine de gros sites industriels sur le territoire. Alors, derrière, il y a effectivement cette connaissance du monde industriel. Elle a aussi une visée pédagogique pour, on parlait tout à l'heure d'emploi, formation, recrutement. C'est sûr que derrière, il y a cet objectif, mais voilà, ça permet d'avoir une première acculturation dès le collège au monde industriel. D'autres actions qui sont portées par l'association industrielle et à la collectivité sur des exercices de gestion de crise, mais en situation réelle. Donc on a, alors je ne fais pas trop souvent parce que c'est assez lourd quand même à organiser, mais des exercices en situation réelle sur la commune de Port-Jérôme où on simule un accident industriel et on voit comment réagit la population qui est formée à la fois par l'association industrielle et par, j'avais oublié de le dire, mais par ce service au sein de l'agglomération, on a un service de risque majeur qui a une proximité avec la population sur les risques industriels, mais pas que. Donc voilà, ce lien entre les différentes parties prenantes, industrielles, collectivités, opérateurs de l'État aussi, qui permet de faire bouger les lignes et puis d'améliorer cette acceptabilité de l'industrie. Est-ce qu'on fait bouger des lignes pour le secteur industriel? Parce que, en essayant un petit peu de me renseigner, on a un petit peu parfois l'impression que les industriels sont assez frileux. Parce que je me posais en même temps en vous écoutant la question on revient du temps économique par rapport effectivement à tout ce temps que va prendre le travail que vous supposez. Donc, est-ce que sur Feyzin, j'ai observé que ça a fait bouger les gens de la raffinerie? Alors là, c'est plus, je vais parler plus avec les résultats d'entretien que je réalise dans le cadre de ma thèse, où on a je travaille sur 3 territoires, l'axe Seine, grosso modo, Fos et Dunkerque, et on a quand même des résultats qui sont assez partagés sur ces 3 zones, où des industriels disent qu'il y a une bien meilleure connaissance aujourd'hui des opérateurs de l'État et des collectivités, des process industriels, du monde de l'industrie, qui permet d'avoir un lien beaucoup plus fort et une meilleure compréhension en fait, des enjeux des uns et des autres. Les industriels doivent effectivement, ils s'implantent sur un territoire, donc il faut qu'ils aient une connaissance de la vie de ce territoire, des enjeux de développement économique du territoire, mais c'est valable dans l'autre sens aussi. Il faut que la collectivité comprenne les impératifs, les contraintes des industriels. Et c'est vrai qu'on observe depuis quelques années une meilleure relation, une meilleure connaissance entre ces 2 typologies d'acteurs. Ok, oui, je vous en prie, madame. D'où je parle, France Nature Environnement. Moi, je voudrais revenir sur le laboratoire territorial parce que c'est quand même quelque chose en amont. Et moi, ça fait très longtemps que je trouve que si on discute en amont et qu'on se met d'accord en amont sur une stratégie, ça démine quand même après ce qui se passe derrière avec les contentieux. Et pour un industriel, même si on a l'impression qu'il perd du temps, il n'en perd pas parce que c'est le contentieux qui fait perdre du temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est de décider au niveau industriel en faisant participer effectivement plutôt la société civile organisée et puis les riverains qui sont tirés au sort. Parce que quand on fait des concertations, on voit quand même que ceux qui participent en termes de riverains sont souvent la société civile organisée et que les prises de parole, elles sont quand même monopolisées par la société civile organisée et moins par les riverains qui n'osent pas. Ça dépend, vous en avez certains qui osent, mais qui n'osent pas prendre la parole. Donc là, il y en a au moins 40 qui sont volontaires et qui peuvent amener leur contribution. Donc c'est quand même intéressant parce qu'on voit aussi la fatigue
des gens pour participer aux concertations. Quand vous êtes sur des régions où il y a 2 réunions par semaine parce qu'il y a des concertations, les gens, ils n'ont plus envie d'y participer. Et là, et puis projet par projet, moi, là, en ce moment, je le vois sur tout ce qui tourne autour de la décarbonation, hein, puisqu'on voit tout ce qui est hydrogène, tout ça. C'est pas projet par projet qu'on doit discuter, quoi. On doit discuter dans le global. Est-ce que c'est ce que vous dites? C'est bien quand même de discuter projet par projet plutôt que de rien faire. Hein, mais non, c'est pas ça. C'est la globalité qu'il faut. Oui, et puis il y a peut-être un autre élément de la discussion. Après, je reviendrai vers vous parce qu'on a évoqué le travail de la recherche aussi. Je n'ai pas entendu dans la liste des gens, fait comme monsieur Robert, est-ce que les scientifiques sont intégrés à cette dimension-là? Mais vous nous en direz 2 mots. Mais peut-être pour rebondir à ce que dit madame, j'aimerais avoir votre sentiment, parce qu'on peut avoir dans des confusions. Est-ce qu'on parle de tout avec tout le monde? Parce qu'il peut y avoir cette espèce de tentation de brasser des sujets de manière très très générique. Je veux dire que même à l'intérieur des problématiques, il y a des niveaux de compétences qui font qu'il y a des informations. Il y avait quelqu'un parce que je ne sais pas si encore aujourd'hui il est vivant, qui s'appelait Michel Callon et qui intervenait à l'école des mines. Michel Callon. Et Michel Callon disait, si on parle d'un train, on peut parler comme ça. Voilà. Maintenant, si on parle de nanoparticules, il faut former les gens pour pouvoir discuter. On peut faire discuter des riverains, on peut faire discuter des gens qui n'ont pas bac plus 25, mais à ce moment-là, il faut accepter de les former. Parce que sinon, ce n'est pas une discussion, c'est une information qui descend d'en haut. Donc moi, je pense, j'ai toujours aimé, parce qu'il disait qu'il faut sortir la science du laboratoire pour aller vers les gens. Et je trouve que c'est exactement ce qui nous manque un peu quand même. Je donne la parole et puis je vous la donne après, monsieur. Oui, on avait évoqué, je me souviens, dans nos échanges, à un moment, vous me disiez, le travail de la recherche est aussi important, et il est important d'intégrer ces dimensions-là dans peut-être cette espèce de process et de vision globale, parce qu'elle peut nourrir peut-être un certain nombre de choses, non? Oui, et de toute façon, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, cette part de recherche, parce que si on veut avoir un dialogue sincère et honnête dans ce dialogue autour des projets, il faut surtout sur des nouvelles technologies, admettre qu'on est limité dans la connaissance de certaines choses. Donc ça veut dire que d'un côté, il faut que du côté du porteur de projet, on soit capable de dire « je ne sais pas tout, j'estime avoir fait le maximum, mais je ne sais pas tout, il y a encore des zones d'ombre ». De l'autre côté de la table, il faut accepter l'idée que dans le projet qui nous est proposé et qui nous est présenté, il y a encore des zones d'ombre. Ça veut dire qu'il faut aller à l'encontre de ces réticences naturelles. Et pour diminuer au maximum ces zones d'incertitude et ces questionnements, il y a effectivement tout le travail de recherche, mais on en a parlé largement ce matin, avec la nécessité de passer du temps, de monopoliser de la recherche. Nous-mêmes, dans le cadre de nos enquêtes, nous profitons de nos enquêtes pour mener des investigations sur... Et pour essayer de répondre à des questionnements sur la connaissance des phénomènes dangereux. On voit le temps qu'il faut passer, les moyens qu'il faut accorder à ce travail. Et c'est vrai que souvent, dans l'exercice contraint du projet, c'est toujours compliqué de faire tout rentrer et d'expliquer aux gens, écoutez, je répondrai à vos questions lorsque la science aura avancé. Mais malgré tout, il n'y a que, de mon point de vue, il n'y a qu'une approche scientifique et argumentée et rationnelle qui peut permettre d'avancer, de lever les zones d'ombre sur certains risques qui se posent à nous. Je profite d'avoir la parole pour insister sur 2 points moi, qui semblent intéressants. C'est que ce qui fonctionne manifestement, c'est le travail de communication qui est en amont des projets, c'est-à-dire qui n'est pas dans le temps rapide du projet. Parce qu'après, on voit bien que lorsque les projets se présentent, c'est dont on manque le plus, c'est le temps. Et on ne peut pas non plus en faire le reproche totalement aux industriels. Alors c'est vrai qu'il y a des impératifs économiques. Moi, je crois qu'il y a aussi des impératifs que l'on se fixe nous. Moi, je voudrais juste mettre en perspective 2 choses. On a tous en tête la fin du véhicule thermique qui est en 2035.
qui est une imposition fixée par une directive ou par une loi française, la loi climat peut-être. Le premier véhicule fabriqué en France et électrique et mis en circulation, c'est 2013. 2013-2035. Ça veut dire qu'en 20 ans, on attend des industriels qu'on ait la capacité de produire des batteries, de les stocker, de les acheminer dans les garages, de les réparer, de stocker les batteries usagées, de les recycler en 20 ans. Lorsqu'on sait que pour autoriser un projet d'entrepôt ou pour autoriser une usine, ça se compte souvent en mois, voire en années, on voit la difficulté quand même de tout faire rentrer dans ce délai réglementaire qui n'est pas un délai qui a été fixé par les industriels, qui a été fixé par le législateur, donc par le peuple français. Et donc il y a aussi cet enjeu-là qui n'est pas qu'un enjeu, un enjeu économique. Je suis désolé, je suis fonctionnaire, je suis forcément légaliste. Il parlait des représentants du peuple français, si vous voulez réagir. Et on vous donne la parole aussi, là, ce serait intéressant que vous réagissiez aussi. Par rapport effectivement à cette expérience, effectivement, les gens qui participent sont importants, mais sont surtout importants les gens qui n'y participent pas. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les projets, ou heureusement, les projets qui n'aboutissent pas, c'est lesquels? C'est les projets où il y a une mobilisation suffisante pour empêcher qu'ils aient lieu, ou bien quand le juge dit non. C'est à ce moment-là que les projets sont abandonnés. Et malheureusement. Et alors ensuite... Il faudrait travailler, monsieur. Oui. Renversons votre message en se disant, voilà, vous avez fait un certain nombre de constats. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Eh bien, par exemple, il faudrait effectivement que ces structures aient le droit de donner leur avis sur un projet, de dire qu'effectivement, ce projet est satisfaisant ou n'est pas satisfaisant pour le territoire et pour les gens qui y vivent. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faudrait que ce regroupement soit équitable. Je suis désolé, comme je vous disais tout à l'heure, je participe au CODERS. Nous sommes 12 ou 15 au CODERS. Il y a une association environnementale, il y a l'UFC Que Choisir et la Fédération de pêche. Et tout le reste, ce sont des élus, l'administration et donc effectivement, donc une représentativité plus équitable. Et au CODERS, on vote. Alors imaginez, on n'a pas eu encore un vote négatif du CODERS depuis sa création. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, le CODERS, pour moi, finalement, ne sert pas à grand-chose. Il ne sert qu'à son utilité, c'est effectivement de donner les informations. Là, effectivement, on a les informations sur les arrêtés préfectoraux et sur les documents. Mais autrement, c'est la seule utilité qu'il peut avoir, puisque de toute façon, c'est le préfet qui prend la décision. Et le préfet, effectivement, s'appuie sur le CODERS, mais bon. Voilà. Donc, effectivement, ça serait très bien qu'il y ait une structure où, effectivement, on puisse avoir une représentativité normale. Et pour terminer, juste une chose, c'est sur la science. Là, on nous dit, effectivement, les gens ne vont pas être capables d'avoir les connaissances suffisantes pour... Aujourd'hui, il n'est pas important pour quelqu'un du bassin de Lac de savoir comment fonctionne l'unité Foster de telle entreprise. Ce qui est important de savoir, c'est les rejets qu'il émet et les chances qu'il a de recevoir les rejets dans son domicile. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a une chose primordiale, c'est l'abandon d'un principe, alors qui est européen, malheureusement, qui est l'abandon du principe d'auto-évaluation dans les entreprises et d'analyse réalisée par les entreprises. Il est absolument anormal qu'une entreprise s'auto-évalue. Est-ce que ça ne peut pas être une des modalités? Voilà, oui, non, mais après, je ne sais pas. Hein, mais aujourd'hui, effectivement, les analyses de risque, elles sont faites par les industriels. Donc moi, ça me paraît quand même assez anormal. Ok. Madame.
Je voudrais juste... donc, je suis GESIP, hein, toujours. Vous n'avez pas changé? Non, je suis toujours Très la bien. même. C'était juste par rapport au CODERST. Le CODERST, il vient après Moi, je ne sais pas ce que c'est que le CODEST. Il vient après l'enquête publique. Donc, il y a bien une concertation avant le... Hein? Attendez, vous savez, Oui, monsieur. Attends, vous savez monsieur comment va- se passent les enquêtes publiques? Attendez, monsieur, Oui. monsieur va nous éclairer. Alors, moi, je suis Stéphane Michel Dréal, responsable unité départementale du Havre. C'est nous qui instruisons les dossiers sur des projets sur le Havre et Port-Jérôme. Alors, le CODERS, c'est le Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques. J'interviendrai peut-être après. Attendez, monsieur, si vous avez le micro, j'aimerais bien que vous réagissiez un petit peu de la Oui. place que la... Oui, c'est important. Oui. Parce qu'on parle de vous. Tout à fait, j'ai bien noté qu'on était partie prenante. De la place qui est la vôtre, avec les contraintes qui sont bien évidemment les vôtres, vous ayez une réaction par rapport à ce que vous avez entendu. Moi, alors peut-être sur l'expérience là sur Fos-sur-Berre, là, effectivement. Bon, c'est intéressant. Je suis pas sûr que ce soit applicable dans tous les territoires. Il se trouve que, bon, globalement, je parlais du Havre et Port-Jérôme, que je connais le mieux, il y a une bonne acceptabilité des nouveaux projets, globalement. On le voit parce que, alors, je ne sais pas si c'est bien ou moins bien, mais il y a très peu, effectivement, dans les enquêtes publiques, dans toutes les réunions publiques, en phase de concertation préalable, il y a quand même peu de mobilisation. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a cette acceptabilité du risque qui s'est faite dans ces zones-là. Mais il y a quand même, hormis la phase d'instruction des dossiers où il y a l'enquête publique, etc., mais il y a quand même, pour la plupart de ces gros projets-là, qui sont souvent avec des gros investissements, donc une phase de CNDP, hein, de débat public. Et voilà, ce qu'on constate, hein, c'est qu'il y a une faible mobilisation du grand public au sens large, enfin des riverains. Alors les associations sont présentes, hein, mais voilà, globalement. Alors je ne sais pas si... on n'a jamais eu... voilà, comme votre expérience, elle est née d'un refus d'un projet, une forte mobilisation. Nous, on n'a pas eu ça. Enfin, j'ai pas mémoire qu'on ait eu ça, qui ait fait tomber un projet. C'est ma première chose. Après, sur les nouveaux projets qui nous arrivent, on a déjà instruit un certain nombre sur l'hydrogène, sur le recyclage de plastique. On aura bientôt de la production de ISAF, hein, ce qu'on appelle les kérosènes bas carbone, production de biogaz à partir de pyrogazéification de déchets. Alors effectivement, ce sont des process nouveaux. La première difficulté, nous, qu'on a dans l'instruction, c'est effectivement qu'on n'a pas souvent de retour d'expérience. Effectivement, l'accidentologie est encore assez faible. Donc, dans les études de danger, c'est un petit peu quelque chose qui manque. Donc, on est obligé, effectivement, comme l'a dit Laurent Olivier, de s'en remettre à l'analyse de l'exploitant, qu'on regarde attentivement. Encore une fois, on regarde attentivement. On est là pour juger de manière critique. Mais il se trouve que, oui, c'est pas l'administration c'est l'exploitant qui connaît le mieux son process, à la limite, qui doit faire cette analyse de risque. C'est pas forcément compliqué dans l'acceptation de cette analyse, au sens où on a bien défini tous les potentiels de danger. Les substances, on connaît leurs risques, etc. Donc on sait dire quel sera le scénario majorant dans la plupart des temps. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de s'assurer que ce scénario majorant, il est bien défini, on n'a pas loupé un autre, et qu'il va impacter le moins possible l'environnement. Voilà. Et donc le projet sera compatible avec cet environnement. La difficulté qu'on a, par contre, c'est que souvent les projets qui nous arrivent ne sont pas matures encore. On n'a pas une définition suffisamment précise des installations, et donc ça génère beaucoup de demandes de compléments au départ, pour avoir une vision précise du projet, de ses risques, de ses installations. Ça, c'est la première chose.
Et souvent, le temps, effectivement, de développement des projets, de mise en route des projets, il n'est pas compatible avec ce travail d'expertise qu'il faut mener pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'un scénario majeur qu'on ne peut pas identifier. C'est réglable parce que... Non, c'est-à-dire qu'on part sur sur un projet qui est ce qu'il est, et on s'aperçoit que ce projet-là, au bout d'un moment, il évolue. Et ce qu'on a de plus en plus, c'est une fois qu'on a autorisé le projet, des modifications qui sont apportées, parfois de la technologie elle-même, par exemple sur l'hydrogène, les électrolyseurs, voilà. Au bout de 6 mois, l'exploitant change complètement d'électrolyseur et donc on repart sur cette analyse, mais le projet il est autorisé. Donc on a cette difficulté-là qu'on va avoir, c'est-à-dire des projets qui ne sont pas encore, un peu encore en développement, parce que c'est des nouvelles technologies, et donc des modifications, et donc ce travail itératif de faire en sorte que le projet au final, il reste compatible avec l'environnement. Voilà, donc ça c'est une des difficultés qu'on a. Peut-être ensuite sur l'aspect participation du public, quand même, la nouvelle loi dont on a parlé, M. Brouillet, ce matin, la nouvelle loi Industrie verte et donc la nouvelle procédure d'autorisation, je rappelle qu'elle prévoit maintenant 2 réunions publiques, une en début de consultation du public et une à la fin, alors qu'actuellement c'est qu'une. Enfin, il y a une enquête publique, mais il n'y a pas forcément de réunion publique. Là, il y en aura 2. Et une phase de consultation du public qui est de 3 mois au lieu d'1 mois dans la procédure actuelle. Donc, ça va faire venir plus de monde. Je ne suis pas sûr, mais... Ben oui, pas chez moi, mais voilà, il faut parler au niveau national. Ou peut-être que si. Peut-être que le fait d'avoir ces réunions publiques-là, ça va amener peut-être plus de gens que de participer ou d'aller à la mairie se déplacer, remplir un registre ou envoyer un mail sur le site de la préfecture. Peut-être que là, voilà, on appelle à plus de participation du public via ces enquêtes publiques. Et les phases de concertation préalable permettront aussi, j'espère, en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que les industriels qui apportent ces nouveaux projets fassent cet effort de ne pas se lancer trop vite et donc de bien finaliser leur projet, qu'il soit bien mature avant de le présenter, pour éviter qu'il y ait justement ces doutes et cette crainte d'un projet qui n'est pas encore bien ficelé. On le sent, ça, les gens le sentent lorsqu'il y a les premières réunions, qu'on est sur des explications un petit peu générales. Mais bon, les gens sont en attente de précision, comme nous d'ailleurs. Vous faisiez un commentaire, peut-être Monsieur Passio, vous faisiez un commentaire sur la dimension économique, c'est ça. On revient à cette question-là. Simplement une phrase pour dire qu'en effet, sur les nouveaux projets comme l'hydrogène, le fait que les marchés, les modèles économiques ne soient pas stabilisés rajoute de la difficulté, parce que ça veut dire que les projets eux-mêmes sont susceptibles de considérablement changer et évoluer. Quant à l'expérience, je crois que dans le monde, on est à 1 gigawatt d'électrolyseurs. Ça donne une idée, on est à un stade de non-référence qu'on n'imagine même pas, alors qu'on parle d'électrolyseurs partout. Aujourd'hui, on est à 1 gigawatt mondial d'électrolyseurs en service. Donc, alors que les chiffres sont de plusieurs centaines de gigawatts nécessaires, ne serait-ce qu'en Europe, dans un échéance. Je voulais intervenir rapidement. Et puis, est-ce qu'il nous reste 15 minutes donc... Juste une chose, au niveau de l'Adréal, c'est très simple. Que l'Adréal occupe son rôle de gendarme, réellement, et ensuite qu'il y ait des embauches, qu'il y ait suffisamment d'inspecteurs de l'Adréal, et que l'Adréal soit le maître de toutes les études sanitaires, sécurité, techniques sur le territoire. C'est-à-dire que c'est l'Adréal qui fait le cahier des charges et qui commande aux entreprises. Elle les fait payer aux industriels, bien évidemment, mais c'est l'Adréal qui est maître. Et à partir de là, peut-être que l'on aura des études qui seront peut-être différentes. Aujourd'hui, sur un bassin comme le bassin de Lac, on est encore à la veille d'avoir une étude de danger qui nous dise qu'il y a un risque
après le grillage. Hein. Donc, quand on sait qu'on a rejeté jusqu'à 40 tonnes d'épakine par an, hein, et qu'on a rejeté du SO2, etc., à tir-larigot, on veut bien le croire, mais au bout d'un moment, il y a quand même des limites, quoi. Ok. Encore une intervention de quelqu'un? Non? Alors peut-être 2 questions, et puis après, comme on l'avait prévu, je demanderai à chacun d'entre vous, peut-être, en 1 minute, de dire finalement à travers ce qu'on a entendu, est-ce qu'il y a quelque chose à travailler, est-ce qu'il y a une piste? Mais c'est ce que j'ai envie de vous poser à vous, Monsieur Passerieux. Bon, là, vous avez travaillé depuis 1 an là, avec le Lab, hein, si j'ai bien compris. Il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps, il me semble. Est-ce que ça ouvre des pistes sur autre chose? Est-ce que ça rentre en résonance avec des choses que l'on vient d'évoquer? Et je me dirais finalement, tiens, demain, je vais peut-être essayer d'approfondir cette dimension-là de la question. Est-ce que ma question est claire? Oui, la réponse est aussi très claire. On est vraiment on a 1 an d'exercice et presque déjà beaucoup de réunions, mais 1 an d'exercice et on est vraiment tout début. Et l'importance de cette démarche, c'est qu'elle soit continue, appropriée, que ça devienne un bien commun. D'ailleurs, on n'a pas voulu donner une personnalité morale, de manière à ce qu'on n'ait pas d'enjeu de pouvoir ou de discussion, mais c'est aussi fragile de ce fait-là. C'est une structure informelle. C'est volontairement une structure qui est informelle et qui doit être un bien commun petit à petit, qui s'impose comme un bien commun, ce qui n'est pas facile. Mais l'enseignement qu'on retire, mais qui est conforté par la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir, à côté d'une analyse de scénario, aussi des moments techniques pour comprendre un certain nombre de process avec les populations qui doivent être vulgarisées. Par exemple, il faudra peut-être tout de suite que les Small Nuclear Reactors, on vient d'en parler aujourd'hui, même s'il n'est pas question d'en installer avant 2034, 2035, 2036, 2037. Paradoxalement, je crois qu'il faut qu'on ait une capacité à poser des problèmes qui paraissent très très lointains sur les nouvelles technologies et qu'on le fasse plus qu'en amont, je dirais très très en amont. Et ça, je crois c'est vraiment un enseignement qu'il faut avoir. Il n'y a pas de raison que les représentants des parties prenantes du territoire doivent attendre que les choses soient décantées sur la technologie pour participer à l'échange sur les problématiques potentielles de ces technologies, parce qu'elles peuvent se réorienter au moment où elles se forgent. Et ça sera peut-être le degré ultime, l'étape ultérieure de ce travail. Madame Brou, est-ce que vous pourriez, à travers l'expérience qui est la vôtre, sur ce qu'on a entendu, ou sur ce sur quoi vous avancez, j'étais assez intéressé par cette idée à travers des visites, j'imagine qu'il y a une espèce de rapprochement qui peut se faire entre la population qui entre dans l'entreprise. Enfin, j'ai ce souvenir-là à Faisin, par exemple, pour découvrir ce qui se passe de manière très très concrète et comment on peut aller encore plus loin. Alors, c'est sûr, la visite, c'est une première étape pour peut-être faire tomber un peu quelques clichés sur l'industrie qu'on a. Ça, c'est quelque chose qui est rencontré par tous les territoires. Après, je dirais que plus globalement, ce qu'il faut réussir à faire. Alors, il n'y a pas de recette miracle et ça dépend vraiment des territoires, de l'historique de chaque territoire et des spécificités des territoires. Mais c'est de réussir à travailler maintenant constamment dans cette... c'est plus une méthode de travail, en fait, de travailler avec ces différentes parties prenantes, de la société civile, des industriels, des opérateurs de l'État, de la collectivité, pour réussir à faire émerger effectivement des intérêts communs, des enjeux communs. Et même si c'est pas dans l'air du temps où on a plutôt tendance à diviser, et puis là, c'est aujourd'hui essayer d'emmener... quand on parle de trajectoire de développement, c'est d'essayer d'embarquer un peu tout le monde dans une trajectoire commune, en prenant en compte évidemment les contraintes de chacun et puis les contraintes de chacun. Évidemment, après, faut pas être naïf dans le. Mais encore une fois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de recette miracle. On observe qu'il y a des tendances. Effectivement, on a cette tendance au dialogue, mais c'est réussir à créer ce dialogue en prenant en compte les spécificités et l'histoire de son territoire. Enfin, pour les territoires industriels, en tout cas, qui sont plus que les autres confrontés à cette notion de risque, même si
le risque n'est pas spécifique au territoire industriel. On parlait tout à l'heure d'adaptation au changement climatique. On a des territoires qui ne sont pas très industriels, qui sont confrontés à l'augmentation du niveau des eaux. Bon, c'est d'autres, mais c'est la même réflexion, la même dynamique. Monsieur Robert, peut-être sur un point qui vous semblerait qui mériterait d'être souligné. Je vais peut-être envoyer le pas de madame. En fait, c'est la question de l'accompagnement au changement en fait, qui doit être aussi pris en charge dans toute cette question de transition ou de rupture. Parce que c'est un vrai sujet, pour l'avoir travaillé notamment dans le secteur automobile, même si, tout à l'heure monsieur y faisait référence, en France c'était 2040, les objectifs avec la loi LOM, l'Europe a avancé de 5 ans, ça fait longtemps qu'on le sait. La loi LOM, ça fait quelque temps qu'elle est produite en France. Pour autant, accompagner notamment les salariés à la transformation, à l'adaptation de nouveaux outils de production, de nouveaux risques aussi, ça prend du temps. Et il faut qu'il y ait des stratégies aussi au niveau du management, notamment pour accompagner ces personnes à la transformation. Donc ça passe par de la formation. Ça me semble nécessaire, effectivement, que cette question-là aussi, elles sont embarquées dès le départ. Parce que de façon connexe, là on a beaucoup parlé finalement d'implantation, mais pour réussir une implantation, il y a effectivement la question de l'acceptation du risque. Mais quand on met une usine dans un territoire, on bouleverse tout le territoire. La question de l'emploi, la question du logement, la question de la mobilité. Et tout ça, ça exacerbe aussi un certain nombre de velléités et ça rajoute à la problématique, à certaines problématiques. Donc ça, effectivement, pour moi, ça semble aussi nécessaire de recontextualiser tout ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que vous évoquez, c'est cette vision très globale qui est au-delà simplement de la problématique technologique qui est posée, quoi. C'est presque de l'aménagement du territoire, oui. Je me suis permis d'être taquin, mais bon, j'ai fait une partie de mes études à Istres, donc je vois à peu près de quoi on en parle. Mais bon, c'était pas du coup... Tout à l'heure, je vous ai, entre guillemets, fait le reproche de ne pas avoir mis d'orientation syndicale, mais de mon côté, il y a une quinzaine d'années, on avait fait une expérimentation qui était à peu près similaire à ce que vous êtes en train de mettre au périmètre d'un site nucléaire. On appelait ça des commissions organisation projet. Et pour le coup, là, c'est les autres parties prenantes qui n'étaient pas là, les ONG n'étaient pas là. Depuis, j'ai rajouté une corde à mon arc. J'ai travaillé pendant 5 ans avec des ONG sur l'automobile. Et ce qui est important, c'est de partir ensemble le plus tôt possible. Même si on n'est pas d'accord, on fait ce chemin ensemble et je peux vous dire qu'on a mis un peu plus d'emploi dans la tête de mes camarades des ONG et on a mis un peu plus d'écologie dans la tête de mes camarades syndicalistes, quoi, de façon un peu plus élargie. Voilà. Monsieur Olivier. Oui, dernier message. On a parlé de l'acceptation des projets, de l'accompagnement des porteurs de projets. Moi, je voudrais insister sur un point, c'est qu'une fois que le projet a été autorisé, que l'usine se met en route, il existe quand même, il ne faut pas l'oublier, on ne confie pas les clés du camion à un industriel qui fait après n'importe quoi sur son site. Il existe. Lorsqu'on regarde et qu'on prend un petit peu de recul, finalement, il existe une courroie de rappel. Déjà, il y a nos collègues de l'inspection qui sont là pour veiller à ce que l'industriel respecte bien le contrat qu'il a accepté de signer. Et puis après, derrière, il y a quand même tout un travail qui est mené, soit par le BARPI, soit par notre biais aussi, de veille et d'examen de l'accidentologie qui peut se produire, pour le cas échéant revenir voir l'industriel pour lui dire attention, il s'est passé ceci ailleurs, il s'est passé ce type de choses ailleurs, et il y a peut-être ces points-là à améliorer dans le quotidien de votre installation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un one-shot, on ne dit pas juste à l'industriel, allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a tout un travail qui est mené au quotidien, de surveillance, de contrôle, réalisé aussi par les ONG localement, où on challenge les industriels au travers des instances que vous avez évoquées, dont vous avez dit qu'elles ne fonctionnaient pas. Je pense qu'il y a quand même un travail par ce biais de ces commissions de suivi de sites, de clics, de S3PI, où on peut demander aux industriels de rendre des comptes, d'expliquer comment ils fonctionnent, de leur demander comment ils prennent en compte les accidents qui sont survenus dans des domaines industriels qui sont en lien avec le leur, pour les challenger, pour leur demander de veiller à ce que la sécurité soit au quotidien améliorée. Est-ce que, juste une question qui me vient, est-ce qu'on s'inspire de ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'on a capacité à sortir des frontières?
Alors, je sais pas, ça me vient à l'esprit parce que c'est en évoquant, en vous écoutant, je me dis tiens, on n'a pas évoqué cette idée de voir comment ça se passe dans d'autres pays. Est-ce qu'on peut capitaliser, mutualiser sur d'autres expériences? Alors, plusieurs niveaux de réponse. Déjà, la plupart des textes, et notamment je pense aux activités qui sont soumises aux directives européennes, s'inspirent déjà de ce qui se fait ailleurs, puisque ce sont des textes par définition élaborés au niveau européen. Et les installations qui sont soumises notamment à la directive IED, la directive relative aux émissions industrielles, s'appuie sur des brefs qui sont des documents de référence et qui sont établis par le monde industriel au niveau international pour établir quelles sont les meilleures techniques qui sont disponibles en matière de maîtrise des émissions. Donc il y a déjà des références. Des bases de données, quoi. Oui, exactement. Il y a déjà des bases internationales. Le travail que mène le BARPI sur l'accidentologie, elle se fait au niveau international. Il concatène, il récupère, je regarde dans ces directions, notre collègue du BARPI qui est là-bas, réalise ce retour d'accidentologie au niveau international. Et nous-mêmes, lorsque nous nous intéressons à des accidents, on jette un coup d'œil auprès des pays étrangers pour voir s'ils ont rencontré ce genre de problème, même si on n'a pas forcément des homologues dans tous les pays. D'accord. Okay. Je vois que vous avez le micro, madame. C'est vous qui allez avoir le dernier mot. C'était juste pour ne pas oublier quand même les syndicats professionnels ou les associations professionnelles. Alors moi, j'y suis, puisque je suis GESIP, mais il y a aussi France Hydrogène, il y a France Chimie, il y a toutes ces instances-là qui sont finalement avec des adhérents qui sont des industriels et qui travaillent en collaboration avec toutes les instances qui sont là présentes et qui travaillent sur des retours d'expérience et sur des analyses de ce qui peut se passer soit en France, soit en Europe, soit dans le monde pour pouvoir faire des retours à leurs industriels et avoir des retours d'expérience qui sont indispensables et nécessaires pour justement faire cette analyse du risque et de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour que justement ces risques n'arrivent pas, parce que les industriels, eux non plus, ne veulent pas avoir de gros événements évidemment, ni en termes de pollution, ni en termes d'accidents majeurs. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci madame, merci messieurs. Merci à vous, vous avez été en position d'écoute. J'espère que ça vous a satisfait, que vous avez eu des éléments d'information dont vous avez besoin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Et merci à vous.